Mais il y a tout, quoi. Tout le matériel, les bâtiments, pour seulement 60 000 € pour démarrer le métier. C'est incroyable ce que tu es en train de nous dire là. Non, 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 ça a recollé. C'est trop dommage. Les amis, aujourd'hui, je me trouve à la ferme du Bois du Treuil, entre Niort et La Rochelle, chez Thomas et Julien. Ils sont paysans boulangers, ils font de la grande culture, ils en font plein. Ils vont vous expliquer tout ça. Je vais même aller façonner du pain, moi. Allez, bonne vidéo. Julien et Thomas, comment ça va? Ça va. Bien. Nous sommes donc à la ferme du Bois du Treuil. Vous êtes associés tous les deux. Sous quelle forme, Greg? ERL. Même pas URL. EARL. Exploitation agricole, responsabilité limitée. Wow, t'as fait un peu peur à toi, non? Pas de spoil. Pas de spoil, ok. Donc paysan boulanger. Il y en a un qui est plus paysan, l'autre qui est plus boulanger. Vous savez tous les deux faire les deux? Non, c'est bien ça. C'est Ouais. un plus paysan, un plus boulanger. Ouais, exactement. Ouais. Ok, trop bien. Voilà. Est-ce que vous êtes issu du monde agricole? Ben moi, oui. Alors moi, ma mère est viticultrice. Ouais. Dans le sud du département, moi je viens du sud de la Charente-Maritime. Ça vient du grand-père qui avait commencé l'exploitation. Mais la vigne, non merci, pas pour moi. Trop de... Non, c'est trop chiant la vigne. La taille c'est chiant, tirer les bois c'est chiant, relever de la vigne, non. Bon bref, la vigne c'était pas pour moi. Donc en fait, à la base, je devais pas me lancer dans l'agricole. Mon père a une entreprise d'électroménager, télé-hi, et à la base, je devais reprendre l'entreprise, tu vois. Donc je suis parti lycée général, enfin lycée agricole, mais filière générale, seconde générale, bac S. Et en fait, c'est pendant le bac S, au CDI, donc c'est bibliothèque comme machin. Il y avait des maths à faire, ça m'ennuyait. Je me suis retourné derrière moi à la bibliothèque, j'ai trouvé un livre, je sais plus exactement le titre, c'est Claude Élie Bourguignon. Ouais. Et voilà. C'est quoi le sol? Je connais Le pas sol le et bouquin. l'échange, je sais plus. Bref, je l'ai lu, ça m'a plu et j'ai décidé de me lancer dans l'agricole. On le Et mettra plutôt- là quand même, le livre. Hein, le plutôt- livre de Claude et Lydia Bourguignon Voilà. qui s'appelle Le sol et on Le sait sol pas. et l'échange, c'est pas mal. Le sol, non, Le sol, le démerdez-vous. sol et l'échange, C'est je sais qu'il y a caca le ce sol qui et se l'échange. passe. En fait, ça fait longtemps que je l'ai pas lu, mais voilà. En gros, c'est lu à mes 17 ans. Donc après ton bac S ou comment? Pendant le bac S, en fait, j'ai eu envie de me lancer dans l'agricole pendant le bac S à 17 ans. Plutôt grande culture, du coup, parce que c'est ça qui parle majoritairement. Du coup, après mon bac, j'ai fait un BTS agricole, un BTS APV, agronomie, production végétale. Et après mon BTS, j'ai cherché à m'installer Direct. direct. Tu fais même pas salarié agricole. J'ai fait une saison de paille. Qu'est-ce que t'appelles une saison de paille? Bah, j'ai conduit une presse pour faire des bottes de paille. Ok. Et tout l'été 2016. Voilà, donc c'est des très grosses journées, tu bosses 14 heures par jour et t'es tout le temps dans un tracteur. C'est bien un mois et demi, mais après t'es vanné, t'es mort, au moins t'as eu un peu d'argent, quoi, c'est bien. Ouais. Donc saison de paille, vendange avec ma mère, et j'ai trouvé début 2017, donc BTS 2014-2016, début 2017, j'ai trouvé cette ferme par les annonces de la chambre d'agriculture. Ici. Le répertoire départ installation. Donc ils avaient mis une annonce en fait pour trouver quelqu'un pour remplacer Jean-Marie qui s'occupait des grandes cultures et qui partait à la retraite fin 2017. Toute l'année 2017, j'ai fait un stage parrainage avec Jean-Marie qui était présent et Antoine, mon précédent associé. Thomas t'en parlera mieux après. Thomas, toi tu as remplacé Antoine? Oui, D'accord. exactement. Donc voilà, 2017 parrainage et officiellement installé début 2018. Et là, je te coupe, car on va s'intéresser maintenant à Thomas avant de revenir au domaine du Bois du Treuil. Qui s'appelait comme ça déjà? La ferme La du Bois ferme du Treuil, c'est depuis 1990 que le RL existe. Ok, donc ouais, ça s'appelait comme ça avant que tu arrives. Voilà. Donc Thomas, c'est quoi ton parcours? Tu viens d'où toi? Moi, je viens absolument pas du monde agricole. Mes deux parents étaient profs des écoles. Effectivement, moi, c'est ma deuxième reconversion, troisième reconversion. Après avoir été donc dans un groupe de rock, Ouais, heavy metal, carrément. et ensuite tu as été viking au Puy du Fou. Ouais, exactement. Ouais. Les deux sont assez proches quand on y pense. Comédien, ça y va. Ben non, plus sérieusement, mon précédent métier, c'était dans le numérique. Et mon premier métier, c'était ARP, agent de recherche privé. C'est le terme technique pour dire détective privé. Mais non. Si. Donc là, évidemment, on va complètement arrêter cette interview agriculture et on va parler de détective privé. Désolé. Ben oui, Mais là, ben on oui. a attiré la curiosité, tout le monde a envie de savoir, mais qu'est-ce que c'est qu'un détective privé? On a évidemment tout l'imaginaire dans notre tête, on te voit avec ton plus bel impair, ton petit monocle là, pour Non. suivre des traces comme ça dans la rue. L'agresseur a dû passer par là à 22h37. Non, il y a un côté romanesque qu'on Bien peut sûr. retrouver un petit peu, mais effectivement, c'est beaucoup plus professionnel, c'est beaucoup plus sérieux. On travaille dans les renseignements privés. Donc, T'as fait de la fac de droit? Absolument pas. Il faut passer un diplôme pour exercer en France. Et donc, en fait, c'était sur Bac+2. Donc, j'ai fait un BTS informatique parce que je pensais que c'était ce qui me permettrait d'être le plus utile. Et ensuite, il y a des cours de droit en formation. Et puis après, on est parti. T'as fait ça où?
Montpellier. L'école Ok. de formation était à Montpellier et ensuite j'ai travaillé dans le Tarn. J'ai eu l'opportunité de travailler sur des enquêtes d'assurance, donc ça c'était assez intéressant. Tout ce qui était suspicion de fraude, donc ça a pas mal de vérifications. Pas mal travaillé pour surveiller Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Non, pas forcément, mais c'est des très bons outils en tout cas pour faire de la surveillance. Mais sinon, bon, plus sérieusement aussi, le monde de l'assurance c'est assez particulier. Ça dégoûte un petit peu des assurances dans le sens où. Parce que toi, tu as enquêté sur des compagnies d'assurance. Non, j'étais mandaté par des compagnies d'assurance pour enquêter sur des assurés, pour vérifier qu'il n'y avait Ils pas. font ça. Bien sûr, qui font des suspicions de fraude. Ils imaginent que c'est une fraude à l'assurance et donc ils envoient des enquêteurs pour vérifier. Si. Mais c'est déclaré? Est-ce que l'assuré est au courant qu'il y a un détective privé qui bosse sur lui? Des fois oui, des fois non. On peut avoir des lettres de mission qu'on peut proposer et faire des, je dirais pas des interrogatoires parce que c'est un peu exagéré, mais plutôt des interviews ou des échanges avec les assurés directement où on se présente comme tel, mais il peut y avoir des enquêtes sous prétexte, donc effectivement où on ne révèle pas notre identité. Le but c'est de récupérer de la donnée, quoi, c'est de récupérer de la data. Voilà. Et puis aussi des affaires familiales classiques, donc l'adultère, en veux-tu, en voilà, mais ça pareil, c'est pas très intéressant d'un point de vue stratégie d'enquête. Il n'y a pas grand chose, on filoche, suivi, ouais. voilà, on a tous les cas classiques, la collègue de travail, la secrétaire, le partenaire de danse, on a de tout. Ah, Piloche. ce prof de bachata. Ah bah, Qu'est-ce bah qui oui. s'est envoyé en l'air? Bah oui, et malheureusement, c'est une filoche, une petite photo, un petit dossier pour l'avocat, et puis voilà. Mais d'un point de vue moral, j'avais presque à la fin envie de leur dire bon, bah, vous avez été gaulés, soyez prudents pour les prochaines fois. Mais... Donc, oui, non, les affaires familiales, très peu pour moi, et l'assurance, pareil. Travailler pour des assurances, des fois. Du coup, détective privé, on se dit, allez, assez pourri comme job, moralement. Qu'est-ce que je fais après? Et ben, je suis revenu à mes premiers amours, donc dans l'informatique, un peu de dev. Et ensuite, une opportunité pour revenir sur le pain. Ça faisait plusieurs années que je faisais du pain chez moi parce que j'aime l'artisanat, faire des choses de mes mains. Et est venue l'opportunité avec ma compagne, ma femme maintenant. La petite dédicace qui vient de te faire du regard là. Ma femme maintenant. On s'est dit, on va partir à l'étranger pendant 1 an. Et quoi faire comme métier? Moi, je me suis dit, tiens, j'aime bien faire du pain, je veux bien faire boulanger. Donc, Ah ouais. je me suis inscrit pour passer un CAP en prévision de partir à l'étranger. Ah ouais. Pour arriver à l'étranger avec un CAP en poche pour pouvoir travailler directement Eh ouais, dans ce pour te dire, contexte-là. bon, je suis boulanger français, j'ai forcément du job. Exactement. Sauf qu'est arrivé le Covid. Ah. Et donc les projets ont été annulés. Et sur ce, moi je m'intéressais aux boulangers paysans, parce que c'était plus ça qui m'intéressait plutôt que la boulangerie traditionnelle. Enfin traditionnelle, Oui, conventionnelle. voilà. Et en fait, au hasard d'une petite annonce sur le répertoire de la Chambre d'agriculture, sur la ferme ici, à la ferme du Bois du Treuil, ils cherchaient un associé pour faire du pain. Et donc je les ai contactés et en fait une opportunité s'est créée assez incroyable où Antoine voulait partir de la ferme. Et donc quand ils m'ont présenté la ferme, je me suis dit mais c'est incroyable de pouvoir se glisser dans des chaussons comme ça. Et pour moi c'était un projet de fin de carrière, fin de vie, de m'installer en tant que paysan boulanger. Et là d'avoir cette opportunité, je l'ai saisie, quoi. Attends, deux choses que je comprends pas. La première, c'est à quel moment tu regardes les annonces de la Chambre d'agriculture. Et deuxième chose, donc tu n'es pas du tout parti avec ton CAP boulanger. Je suis pas du tout parti avec mon CAP boulanger, j'ai abandonné le projet et en fait c'est une amie qui s'est reconvertie dans le milieu agricole, qui a vu l'annonce et qui me l'a partagée en fait. Mais alors ça veut dire que tu t'es fait la main ici ou t'avais déjà bossé dans d'autres boulangeries avant? J'ai surtout effectué des stages avec différentes boulangères et boulangers d'un point de vue fermier, donc en fait du secteur. Donc en fait je suis pas passé ici mais j'aurais pu venir toquer, dire coucou, j'aimerais bien faire une journée d'observation ou travailler un peu avec vous. Et en fait c'est en faisant avec ces différentes personnes qui a confirmé que la boulangerie conventionnelle n'était pas trop pour moi. Alors j'y suis quand même passé pour voir parce que ça reste intéressant. Mais effectivement ce qui me plaisait c'était surtout le côté paysan boulanger, le fait de faire du pain différemment, surtout au levain par exemple, 100% levain naturel. C'est quoi le levain naturel? C'est simplement de la farine et de l'eau qui a fermenté avec des levures sauvages, donc à peu près 50% de levure alcoolique qu'on peut retrouver dans la bière, la fameuse levure de boulangère, et 50% de ferment lactique qu'on va retrouver dans les produits yaourt, fromage, etc. Tu laisses fermenter tout seul dans un coin, tu rafraîchis, donc tu supprimes 50% du levain, tu rajoutes 50% d'eau, 50% de farine, tu attends que ça repousse, que ça fermente, et puis ainsi de suite, et au bout d'un certain temps, ça fait un levain qui est capable de faire pousser du pain. Et du coup dans la ferme, avant que tu arrives, il y avait déjà un levain ici, Ouais, qui a été utilisé par Antoine, exactement. qui lui-même avait été utilisé par... Lorraine, qui lui-même avait été utilisé par... Michel, c'est elle qui a commencé le pain. C'est elle qui a commencé le pain. La femme de Jean-Marie. Jean-Marie, la première personne à avoir monté cette ferme. Voilà. Oui.
Et là, toute la boucle se reboucle. Exactement. Donc on en revient ici. Toi, tu t'installes ici en quelle année? 2018. Toi, en quelle année, Thomas? Officiellement l'année dernière, mais je suis arrivé il y a 3 ans et demi sur la ferme. Donc on en est en 2021. Donc la ferme ici appartenait donc à Jean-Marie et Michel. À la base, Jean-Marie s'était installé tout seul en 76 sur la ferme familiale. Conversion en bio en 1998. Pourquoi le bio? Parce qu'il en avait marre du discours de toujours plus de rendement, toujours plus, toujours plus. Début de la transformation en 2006 avec l'achat du moulin. 2008, donc c'est la femme de Jean-Marie Michel qui a commencé à vouloir faire du pain. Donc ça a commencé chez eux à la maison avec un petit four. Après, ils ont construit une petite dépendance. Et en 2012, on a construit le grand fournil dans lequel on travaille actuellement. Enfin, Ouais, pas t'étais pas on, encore parce que là, j'étais toi. pas là, moi. Et il y a eu du monde qui est passé sur le chantier. Hein. Toute la famille Marchand est passée sur le chantier. Donc Marchand, c'est la famille de Jean-Marie. Voilà, la famille de Jean-Marie. Donc 2012, construction du fournil. C'est à peu près c'est vers cette époque-là que Lorane, qui a repris le pain après Michel, était d'abord salarié puis associé jusqu'en 2016. Époque à laquelle elle a fait un burn-out. Parce qu'elle gérait beaucoup de choses, le pain, les commandes. Voilà, donc beaucoup de choses, burn-out. À cette époque est arrivé Antoine, qui a repris derrière Lorane. Donc pendant tout ce temps, Jean-Marie était là. Hein. Ouais. Voilà. Jean-Marie, il envoyait de la culture. Tout le temps, il envoyait de la culture, il aidait au pain aussi de temps en temps, quand il y avait besoin. Il était là. Donc Antoine 2016, lui installation un an après, donc 2017. L'année où moi je suis arrivé, tu vois. Beaucoup d'arrivées, beaucoup de départs sur la ferme. Et donc Antoine, lui, il a fait 2017-2022. Au bout de 5 ans, il en avait marre et il est parti menuiserie charpente. Donc il habitait dans une yourte qui était juste là, qui est partie au mois d'avril, et il est parti dans la Drôme. C'est l'endroit où toutes les yourtes terminent. C'est vraiment... Donc il en avait Il y marre. a une espèce de cimetière de yourtes là-bas où elles font leur fin de vie. Il en avait marre du pain et il voulait changer, voilà, et c'est à ce moment-là que Thomas est arrivé. Voilà, en gros, l'historique de tous les départs. Et encore, j'en ai oublié tout un tas. Beaucoup de passages. Et alors toi, ce qui est marrant, c'est que tu reprends la partie grande culture, donc une partie de ta production est directement revendue à Antoine, ou comment ça fonctionne? Non, c'est la même entreprise. L'ERL elle gère tout. Elle gère. Donc toi, quand tu reprends les bâtiments, tu reprends aussi les parts dans l'ERL? En fait, Jean-Marie a tout fait pour que la ferme soit transmissible. C'est-à-dire qu'on n'achète que des parts sociales. Il a fait en sorte que la ferme ne vale pas trop cher. Donc en fait, on loue les bâtiments, on loue les terres qui appartiennent en majorité à la famille Marchand. Le matériel est en CUMA, en grande majorité. Donc CUMA, coopérative d'utilisation du matériel agricole. On voit que le mec il regarde quelques-unes des vidéos et il sait directement faire... Voilà. C'est en gros des agriculteurs diagrammes, qui se regroupent en coopérative pour acheter du matériel en commun. Nous, en fait, on loue le matériel à la CUMA. Mais c'est nous qui gérons les investissements, quel matériel on achète. Et donc en fait, le fait qu'on achète rien de concret, on n'achète que des parts sociales, la ferme ne vaut pas grand-chose. Et donc Antoine avait 50%, Jean-Marie 50%, et j'ai racheté les 50% de Jean-Marie. Et après Thomas a racheté les 50% d'Antoine. Excellent. Et donc on est toujours à 50-50. Putain, c'est fort ça comme façon de transmettre quand même. Et Ouais, au c'est final, rare, la c'est ferme, rare. moi, quand je suis arrivé, valait 120 000. Aujourd'hui, un peu plus, parce qu'en fait, ça se réévalue les parts sociales. Aujourd'hui, on est à 150 000. Donc en fait, c'était le gros atout de la ferme. Donc on pouvait s'installer, avoir un outil viable, 110 hectares de culture, un outil viable. Pour moi, quand je suis arrivé, 60 000 euros. C'est incroyable ce que tu es en train de nous dire là. Ouais. Et Thomas, 75 du coup. Vous vous êtes installé, alors je vais prendre toi parce que tu arrives en premier, parce qu'effectivement, il y a 100 hectares, il y a Du matériel tout le matériel, flambant neuf, on va dire, parce que c'est du matériel en CUMA, il y a du beau matériel. mais il y a tout quoi. Des bâtiments. Les bâtiments pour seulement 60 000 euros pour démarrer le Voilà. métier. Clairement, quelqu'un qui s'installerait from scratch, si je dois acheter 100 hectares déjà, allez, 1 million. Là, ici, tu vas tabler, allez, c'est un gros pack, allez, 400-450 000. Ah ouais, bon. Le T'es après- vraiment au rabais quoi. C'est pas des terres magnifiques ici. C'est pas des terres magnifiques, mais bon, quand bien même 450 000, juste de terre. Après, un tracteur, tu utilises pour la bâtiment, moissonneuse-batteuse, enfin, il fait c'est à combien de chevaux? Non, mais alors, si, en gros, pour comparer, moi, des fermes, quand j'ai cherché à m'installer, j'ai trouvé d'autres fermes ailleurs. Et en gros, des fermes comme ça, de 100 hectares, t'avais facile entre 200-300 000 euros de matériel, quoi. Si vraiment l'agriculteur a en plus une moissonneuse et tout ça, ça monte très vite. Et sans les bâtiments, donc Et plus les clairement, bâtiments, le million, il Allez, est là, quoi. Un Le million, il est là. on est d'accord, Ouais, un million, ouais. c'est fou. Tout compris. Donc, ok, donc ça, putain, bah, merci Jean-Marie. Hein. Mais merci Ah Jean-Marie. bah oui, merci En Jean-Marie. fait, tu vois, et ce que j'avais Oui. dit même dès le départ à l'installation, ça donne envie de garder ce modèle-là et derrière de continuer à ce que la ferme ne vale pas grand-chose, entre guillemets, que des parts sociales à racheter. Et en fait, tu achètes l'outil de production, tu n'achètes pas tout le dur, pour que ce soit facilement transmissible et qu'il y ait facilement des départs et des arrivées et aussi. C'est génial.
Franchement, vous êtes le premier modèle que je rencontre comme ça. Mais c'est grâce à Jean-Marie, hein, c'est lui, c'est lui qui a qui a pensé ça, on va dire, 5 ans avant son départ à la retraite. Donc ça, c'est un message à tous les agriculteurs qui partent à la retraite. On est en plein dedans. On est en plein dedans, il faut prévoir longtemps à l'avance et pas 6 mois avant, appeler la MSA. Quand est-ce que je peux partir et essayer de trouver quelqu'un en 6 mois, c'est impossible. Surtout si on veut bien transmettre et pas... Il y a des gens, je les comprends, au bout de 40 ans à galérer, qui ont envie de gagner le million en partant à la retraite. Mais si on veut penser à la génération suivante d'agriculteurs et on veut que les jeunes s'intéressent à l'agricole et puissent s'installer, c'est plutôt le modèle de Jean-Marie qu'il faut prendre et pas chercher le gros billet à l'arrivée. Mais Jean-Marie, tu vois, il touche quand même les loyers du bâtiment, il touche les loyers des terres. Donc au final, pas toucher le gros billet du million, mais quand même toucher des rentes. Et nous, c'est plus simple de payer des loyers que de payer 1 million d'emprunts. Au moment de l'installation, quoi. Surtout au moment de l'installation. Après, tu vois, une fois que tu es installé, tu peux acheter des bouts de terrain à droite à gauche et de constituer ton patrimoine, mais le fait de sortir 1 million, c'est pas possible quand tu arrives, tu as 20 ans, tu as 0 patrimoine, tu sors, tu as quasiment ta couche culotte encore, et on te demande de sortir 1 million d'euros. Non, c'est pas possible. Mais parce que toi, tu t'es installé à quel âge? 21 ans. Waouh! Attends, mais du coup, là, t'as que... 28. Enfin, 28 cette année. Ok. Alors, c'est magnifique, mais le seul désavantage, je dirais, c'est que... Où est-ce que vous habitez, vous? Alors moi, j'habite une petite maison à 2 km de la ferme. Moi, je suis pas très loin, donc ça va. Moi, j'habite La Rochelle, donc je fais une quarantaine de minutes aller, 40 minutes retour. Ouais, ça, c'est chiant, quand même. Il n'y a pas moyen de mettre des petits logements mobiles ou quoi, là? Il y avait une yourte sur la ferme. Ouais, bah voilà. Ah, moi, oui. Après, il faut convaincre madame. Parce que quand on est une famille... Madame, ma femme. Oui. Ouais. Et quand on est une famille, on se déplace en famille. Donc, Oui, parce que du coup, Antoine habitait sur la ferme, dans une yourte. On peut encore installer une yourte, parce qu'il y a encore le branchement d'eau et l'électricité. Ok. Voilà, donc il y a juste à mettre une phyto derrière, et puis c'est parti, hein, pour une autre. Bah ouais. Parce que c'est vrai que ça, le logement à la ferme, c'est quand même quelque chose qu'on a tous envie d'avoir. Enfin... Je suis pas tout à fait d'accord. Tu vois, c'est un avantage parce que t'es proche, mais le problème c'est que tu sors jamais du boulot. Tu vois, t'es toujours la tête dans le boulot. Alors que quand t'habites un peu plus loin, tu peux au moins te déconnecter. L'autre désavantage que je vois avec la maison sur la ferme, c'est que souvent les exploitants ils veulent vendre tout et ça fait gonfler à mort le prix de la ferme. ça fait des gros lots. Alors que tu vois, là par exemple, il n'y a pas de logement sur la ferme. Bah, du coup, c'est ça aussi qui permet que la ferme soit pas très chère. Il habite où, Jean-Marie? Et ben, la rue qui joue juste à côté. Oui, juste à côté, mais c'est pas sur le siège, quoi. C'est vrai qu'il y a des maisons au cœur, c'est un peu plus compliqué. Mais moi, j'habiterais pas spécialement trop près de la ferme, tu vois. Ah ouais? Ouais. Le fait alors, on peut parce qu'on n'a pas d'élevage. Hein. Les éleveurs, forcément, c'est un confort. Hein. Mais c'est pas obligé d'aller très loin, hein. Même ne serait-ce qu'à 1 km ou 2. Hein. Tu coupes, même des fois, tu te dis, bon, je vais pas aller à la ferme pour ça. Alors que si tu habites sur la ferme, tu le fais. Non, je crois. 1 km ou 2, je pense que c'est parfait. Tu vois, ne pas habiter sur la ferme, mais juste à côté. Mais tu vois, quand tu fais pour Thomas 45 minutes de voiture, moi j'en ai pour 25 minutes pour aller à ma ferme depuis ma maison. En vrai, c'est relou. Hein. Ouais. Mais je comprends l'idée de couper si tu peux être pas très loin. Même pour la vie de couple, tu vois. De pas toujours être boulot. Ouais. Tu vois. La nouvelle génération aussi, alors pas tous, mais on veut aussi de la vie perso. Et alors ça, on n'a pas évoqué, mais on travaille à peu près 40-50 heures par semaine en moyenne sur l'année. Après, moi, j'ai des pics un peu plus que Thomas avec les travaux des champs. Ouais. Bah, oui. Mais au final, on arrive à... Genre l'été, là, tu fous rien, par exemple. C'est ça. Les petites semaines de SMI, par exemple, c'est une bonne semaine à 70-75 heures. Quoi. Ouais. Bon, ça va, ça se fait pas tout le temps. Mais oui, on arrive à peu près à 50 heures de moyenne sur l'année. C'est aussi une envie de garder du temps pour soi. En tout cas, surtout les NIMA. Ouais. Ils ont aussi cette envie-là, il faut la respecter. En fait, il y a beaucoup... des fois, tu vas entendre des discours d'anciens. C'est des feignants, machin. Mais c'est vrai, hein. Travaille pas 70 heures, c'est un feignant. Tu vois. Je suis un peu pour lutter contre cette vision-là de l'agriculture. Tu n'attireras jamais des jeunes si tu leur dis non, il faut travailler 70 heures, sinon tu n'y arriveras pas. Enfin, bref. Non. Tu peux y arriver en travaillant un peu moins, mais voilà. On est tout à fait d'accord. Hein. Moi, j'essaie, à travers les modèles, d'aller voir de plus en plus de maraîchers et de maraîchères qui travaillent 40 heures par semaine et qui arrivent à gagner entre 1400 et 1800 euros. En disant ça aux gens, il y a plein de gens qui se disent « Ok, pourquoi faire une reconversion ?» Et souvent, d'ailleurs, c'est des gens qui ont fait une reconversion. Des gens qui étaient cadres ou ingénieurs et qui faisaient des grosses semaines pour des gros salaires et qui sont OK pour revenir à une vie plus nature, plus manuelle, en gagnant moins, mais en gagnant beaucoup de cadres de vie. Et alors, tant qu'on en est à parler d'heures de travail, vous êtes donc en ERL. Vous vous rémunérez comment? Alors, quand je suis arrivé, on m'a dit, de toute façon, on se prélève minimum 1500 par mois. Donc déjà, c'est très bien. Quand tu arrives sur une ferme, tu t'installes, tu sais que tu as 1500 euros par mois. Aujourd'hui, on est plus à 2000 euros de prélèvement par mois.
Génial. Sachant qu'en fait, il y a notre prêt, on a acheté des parts sociales en faisant un prêt personnel. On a à peu près chacun 500 € moins un peu plus de remboursement d'emprunt qui s'en va par mois. Donc en gros, sur ces 2000, il nous reste 1400, 1500 €. Pour l'instant, tant qu'on rembourse les parts sociales. Après, c'est pas de l'argent perdu, les parts sociales, hein, c'est un investissement sur le long terme. Et donc, il nous reste 1500 pour vivre. Et après, s'il y a la possibilité, au mois de juin, en fait, comme on clôture au 30 juin, si on a de la trésorerie, on se fait un bonus. Et cette année, on s'est fait un bon bonus. C'est vrai? Voilà. 31 000 sur l'année, quoi. On s'est prélevé. Moins du coup les 6 000 d'emprunt de part sociale. Donc ça fait quand même un bon salaire. Ouais, génial. Ça fait un revenu très convenable. Très convenable en Génial. agricole, hein, surtout. Bravo les gars. Donc, donc, et bravo les gars, non bravo Jean-Marie. Bravo Jean-Marie, c'est quand même lui qui a créé ce modèle-là. Oui. Nous on a fait que reprendre et après optimiser les heures de travail et tout ça. Mais, Et on est 3 sur la ferme. Et oui, je voulais en parler ville. justement. Ouais. Donc vous avez une salariée pour le coup? Ouais. Effectivement, une boulangère qui fait un 35 heures, qui fait que le pain, elle fait que ça. On lui fait un petit coucou. Séverine. Alors non. Parce que là c'est Eugénie qui fait d'ordinaire le pain. Ouais. Là qui est parti faire un petit voyage en Bretagne. Un petit congé sabbatique. Un petit congé. Donc en fait Séverine, c'était un remplacement en cascade. Thomas qui sait faire le pain remplace Eugénie. Séverine remplace Thomas. Donc on est toujours 3 à temps plein sur la ferme. Mais là c'est un peu décalé avec le remplacement, quoi. D'ordinaire, comme fonctionne la ferme normalement, on a un temps plein sur le pain. D'accord. Alors donc du coup, si Thomas, tu remplaces quelqu'un qui fait le pain, tu fais quoi normalement? La gestion client, du secrétariat, des livraisons. De l'aide dans les champs gestion. pour la moisson. Oui, entre autres. L'organisation d'événements. Mais j'imagine que tu as dev un petit quelque chose, une petite app pour J'adorerais tout ça. J'adorerais avoir le temps. J'ai déjà plein d'idées juste pour la gestion du pain et tout ça, mais j'ai pas le temps de le faire. J'adorerais que dans le temps par semaine, je puisse caler ça. Ouais. C'est sûr qu'on pourrait gagner un peu de temps si tout était automatisé entre les Ah tableaux ouais. de pain, Ah ouais. les bons de livraison, les facturations. Ah on peut ouais. encore économiser du temps, je pense. Pour faire tout sur une tablette et tout. Carrément. Ah oui. Mais... Même commande sur internet pour les Ouais, clients. Ah oui, complètement. Allez, la totale. Bah alors justement, parlons de la commercialisation. Comment vous faites? Parce que là, on dit paysan boulanger, mais il n'y a pas une boulangerie comme les gens ont l'habitude de voir leur shop en ville. Comment ça fonctionne? Bah, en plus, il y a plusieurs productions parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a en production dans les champs, il y a donc, je vais essayer de me souvenir de tout, du blé, du petit épeautre, de la févrole, du sec, du sarrasin. Sarrasin, j'en cultive plus en ce moment, parce que à cause des sécheresses, c'est pas l'année, mais... Lentilles, j'ai dit? Lentilles, je sais pas si tu l'as dit, mais il y a des lentilles. De l'avoine nue, mais ça c'est pas pour le moulin. Ouais. L'avoine blanche en fait, pour faire du lait d'avoine par exemple. Ah ouais. En plus, la Corab, notre coopérative, est un des premiers à avoir cultivé de l'avoine nue et c'est un des premiers fournisseurs en France. Ok, trop bien. Et alors donc du coup, on imagine qu'il y a une partie du blé qui va pour la Meunerie. meunerie. Ouais, Ouais. ouais. Mais tout le reste de la culture, ça va où? Bah de toute façon, après la majorité des surfaces, on a quoi 40 hectares, je pense, pour tout ce qui est meunerie. Après, ça va dépendre des années et des rendements. En fait, je base mes surfaces pour des rendements catastrophiques. Genre, si je fais un rendement minable à 1 tonne hectare, ben, j'ai ce qu'il faut pour faire 1 an de farine et de pain. Ah ok, donc En fait, je base mes surfaces là-dessus, sur un rendement catastrophique. Donc en gros, tout le surplus, ben, ça part... Si tu fais 1 tonne hectare de blé, tu peux faire du pain pendant 1 an. Ouais. En fait, on consomme à peu près 20 tonnes de blé à l'hectare. 20 tonnes de blé à l'année, pardon. Ok. En fait, tout le surplus, après, ben, ça part à d'autres paysans boulangers. Et vraiment, en fin de saison, un éleveur de volailles à côté, s'il y a besoin. Et après, tout ce qui est en grains, on en consomme à peu près 10 tonnes. 10 Donc tonnes, en 10 grain, tonnes petit épeautre. En grain, Oui. petit épeautre. 10 tonnes décortiquées. Donc en brut, ça fait un peu plus. L'épeautre, on n'en consomme pas des masses, on en consomme Donc 4-5 l'engrais, tonnes. c'est vraiment pour vous seulement. Ouais. En grain, le grand épeautre aussi, c'est que pour nous. Le seigle aussi, c'est que pour nous. Mais là, c'est des grands épeautres, on consommait 4-5 tonnes. Le seigle, à peine 1 tonne. Voilà. Et le sarrasin, je l'achète parce que j'arrive pas à en faire. En tout cas, les autres années, j'ai pas réussi à en faire à cause des sécheresses. Donc j'en consomme que 2 tonnes. Bref, mis ça bout à bout, ça fait, je crois que cette année, on est à 38 tonnes de grains transformés en farine. Et donc après, il y a les lentilles aussi. Ouais. Donc on vend en direct. On fait pas de farine avec, mais on vend en Toutes direct. les lentilles sont vendues en direct. Après, ça va dépendre des années. On a eu plusieurs années catastrophes en rendement là, et vraiment à quasiment rien sortir. Donc j'ai pas beaucoup de stock. Là cette année, je pense que je vais avoir beaucoup de stock. Je vais peut-être pas en faire l'année prochaine parce que les lentilles, ça se conserve très bien. Ah ouais. Nous, on le stocke dans un caisson froid, enfin qui fait plus de froid, mais ça fait comme un Tupperware géant, on va dire quoi. Donc c'est à l'abri de tout quoi. Donc là, les lentilles, je vais peut-être en avoir 2 ans de stock. Et après, il me reste la luzerne qui prend quand même pas mal de surface, qui prend quand même pas loin d'un tiers de la surface. La luzerne, 1 tiers de la surface? Bah pas tout à fait, ça dépend des années. Ça va 20... Là cette année j'en ai beaucoup, mais des fois ça peut monter à 30 hectares. Mais là l'année prochaine je vais avoir que 25. Tu sais, ça bouge un petit peu parce que les parcelles sont pas toutes de la même taille. Qui sert à pour qui la commercialisation? C'est le voisin éleveur qui le récupère et on fait un échange avec lui, avec du digestat. Ouais.
D'engrais, quoi. d'engrais. Deuxième coupe, soit ça va au sol, soit des fois ça va à un négociant qui fait de l'aliment pour les animaux. Et après, il nous reste un peu de surface pour la coopérative, et ça dépend des années. Là, cette année, pour eux, j'ai fait du blé moderne et de l'avoine nue, du coup, pour faire du lait d'avoine ou des flocons, voilà. C'est des commandes qu'ils font? Non, en fait, c'est qu'est-ce qu'ils ont besoin comme grains en priorité. Il y a plein de grains qui seraient plus intéressants à faire financièrement, comme des haricots et tout ça, mais il faut de l'irrigation, j'en ai pas. Après, il y a les pois chiches qui peuvent être intéressants ou d'autres cultures, mais comme je passe beaucoup de temps déjà sur la transfo et tout ça, et la vente, j'ai pas tant de temps que ça à passer dans les champs, donc moi, il faut des cultures où, en gros, grossièrement, je sais, moi, je récolte, quoi. Ouais. Et donc le blé, ça se fait bien, l'avoine nue aussi, ça se fait bien. Donc, Et alors, je fais juste une petite pause pour revenir sur la commercialisation plus tard, parce que là, on a parlé de toutes les cultures. C'est quoi tes roulements de culture, tes itinéraires techniques? Comment tu... La rotation, La tu veux dire? rotation, ouais. La rotation, ça va plutôt partir sur une base de luzerne, donc c'est dans la tête de rotation. Après, je fais des céréales à paille, soit en pur, soit associé. Tu sais, il y a du blé avec de la févrole ou du blé avec du pois, par exemple. Généralement, je vais faire jusqu'à 3 pailles quand même. Je vais faire peut-être un blé ou une avoine nue, après un blé associé à du pois et de la févrole, après une céréale assez rustique, petit épeautre ou grand épeautre. Après, je vais recouper un peu la rotation avec de la févrole ou de la lentille. Et après, je repars un peu sur de la paille et je remets une luzerne. Et le seul amendement que tu mets, c'est... un peu de ton ami digestat éleveur, de temps en temps, ouais. Et puis, c'est tout, en fait, maintenant. Mais très peu d'engrais, en fait. Tu vois, cette année, sur la parcelle qui est derrière nous, il y a eu... donc, ça fait 8 hectares sur les 110 où il y a eu de l'engrais, quoi. En gros, j'essaye de mettre de l'engrais là où j'exporte de la paille. En fait, j'ai un... C'est ce que j'allais te demander, du coup, c'est-à-dire que toute ta matière organique, à part le grain, tu la laisses au sol? Ouais, la majorité de la paille, en fait, il y a un deuxième échange avec un deuxième éleveur qui a des volailles. On fait un échange vraiment paille-fumier avec lui. Et je vends un peu de paille à des particuliers en petites bottes aussi. Donc en fait, la parcelle ou les parcelles où j'exporte la paille, c'est là où je ramène le fumier, quoi. Sinon, j'essaye de ramener de la matière organique avec... il y a des cultures déjà, et puis il y a des couverts végétaux, si je peux en faire l'été, quoi. Et la luzerne, quand je laisse une coupe de luzerne au sol. Ok. Pour revenir sur la commercialisation donc, du pain, comment ça se passe, Thomas? On a la chance de faire de la vente directe. On a un magasin qui est déclaré comme tel, où en fait les clients viennent directement à la ferme pour venir chercher leur pain. Le mercredi, on s'occupe de faire la distribution du pain, donc il y a quelqu'un qui est là, en général c'est moi, pour donner le pain et échanger avec les clients en direct. Et sinon les jeudis et vendredis, où là on n'est pas du tout disponible parce qu'on fait des livraisons, où on a besoin de travailler ailleurs. Là effectivement c'est en autonomie, la caisse est disponible dans le magasin, ils récupèrent leur pain avec une étiquette à leur nom, ils payent en autonomie à la caisse et ils repartent comme ils veulent. Donc c'est un système qui fonctionne bien, et ça représente 60%. Le magasin? Non, ouais. là t'es trop... Non, c'est à peine un tiers le magasin. À peine un tiers le magasin? Ouais. Ah ouais. Le marché prend pas mal aussi. Le marché de Surgères. Ah oui, il y a le marché, Ok. vous faites le marché. Un marché Un à seul Surgères le samedi matin. Le seul jour où on ne sait pas exactement la quantité de pain qu'on va vendre, dans le sens où le reste c'est que sur commande. Ah ouais, génial. Et il n'y a que le samedi matin où on ne sait pas encore exactement à qui on va le vendre, mais on a toujours une base de clientèle qui est assez forte. On vend le rab entre guillemets sans savoir. Mais sinon, le reste c'est que sur commande. Et du coup, le mercredi, on fournit aussi des magasins bio, en plus du magasin à la ferme. Le jeudi, c'est la journée quasiment que pour Que les des AMAP. Ok. Il y a un peu de clients à la ferme, mais c'est beaucoup d'AMAP. En fait, Jean-Marie, quand il a commencé à faire du pain, c'était le seul à faire du pain dans la région. Enfin, Ok. paysan boulanger. En tant que Oui, paysan boulanger, ouais. parce que c'est pas le seul à faire du pain. Ouais. En tant que paysan boulanger. Donc en fait, Il n'y avait aucune boulangerie à 50 km, c'est lui qui a inventé ça. Il a récupéré beaucoup d'AMAP, du coup on a pas mal sur La Rochelle. Et le vendredi, c'est magasin à la ferme et marché de Surgères. Du coup on fait le pain pour le marché de Surgères le samedi matin, on le fait le vendredi. C'est du pain au levain, donc ça se conserve 5-6 jours facile. Donc en fait, il y a vraiment plein de points de commercialisation. C'était très diversifié comme ça avant que vous arriviez, ou c'est vous qui avez diversifié encore plus? Moi je suis arrivé, c'était déjà pas mal fonctionnel. Hein. Comme Je suis arrivé, c'était déjà diversifié. Ouais, bah Après voilà, on faisait un donc, marché en plus, on faisait le marché de Niort. Ouais. Et avec le Covid, on avait arrêté. Et en fait on a eu plus de clients à la ferme grâce au Covid. Une partie est restée, pas tout le monde. Et du coup on a arrêté le marché de Niort. Et aujourd'hui on aurait la possibilité de le refaire en place, mais en fait, au moment où on s'est posé la question, il y a un Biocoop qui nous a demandé notre pain, et en fait, on fournit un Biocoop, enfin 2 Biocoop en plus, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de refaire le marché, donc tant mieux. C'est quand même du temps à marcher, c'est 6-7 heures à passer, et donc voilà, en plus du travail qu'il y a à faire. Donc, si on peut se décharger de la vente, des fois, c'est plutôt pas mal. Et alors, avec toutes les céréales que tu produis, je suis passé aussi tout à l'heure voir rapidement dans la boutique. Vous faites combien de pains différents? Parce que j'avais l'impression de rentrer dans un musée du pain. En plus, c'est génial parce que tous les pains, ils sont mis les uns à côté des autres avec une petite étiquette écrit en dessous un prénom. Vraiment, j'ai l'impression que c'est des œuvres d'art. Tu vois, il y avait le pain Julien, le pain Thomas, le pain Pauline, le pain Damien. Le pain, tu vois, ils étaient tous alignés comme ça. On en a 7
7 de mémoire, 8, Huit avec le sarrasin, je dirais le pain spécial. Ah oui, il y a le pain spécial en plus. Ouais. Donc effectivement, on en a pas mal. On peut les citer très rapidement avec du pain de campagne, farine de blé avec 15% de seigle pour améliorer le goût. Toujours sur une base de blé, on a le pain aux graines avec graines de lin et tournesol torréfié. Toujours sur du blé, on va avoir du pain aux noix qui fonctionne très bien. On a des ABAP qui adorent ça. Du complet, farine de blé avec du petit son tamisé pour recréer. On part d'une farine blanche, on rajoute du petit son tamisé pour recréer une farine complète. On appelle ça un pain de son. Et ensuite, on va changer de céréales avec du grand épeautre, 100% grand épeautre, avec un levain de grand épeautre dédié. Okay. De l'engrain, qu'on appelle aussi petit épeautre, avec un levain aussi pareil dédié. Et ensuite, on va avoir du sarrasin, sans gluten, farine de riz, farine de sarrasin. On a lancé des pains spéciaux où on change de recette tous les 2 mois. Laisse-moi deviner, par exemple, en ce moment-là, si je lis dans tes yeux, bientôt tu vas faire un pain olive tomate séchée. Exactement. Waouh. Oui, c'est celui du moment, ouais. C'est celui de l'été. Ça marche très bien à l'apéro, donc il est un peu salé, il donne soif. Et donc en changeant de recette tous les 2 mois, on crée aussi une attente où sur une année, on en a donc 6 différents et on va ressortir ce qui fonctionne très bien. Les clients vont revenir acheter leur pain qu'ils aiment, etc. Donc ça fait une rotation, c'est sympa. Et on fait de la brioche aussi. Au levain. Au levain. Le pain au grand épeautre, ça change quoi? Je crois que j'ai jamais goûté. Très honnêtement, c'est très proche du blé d'un point de vue génétique et rapprochement de la céréale. Je dirais ce qui change chez nous, vraiment de nos cultures à nous. La farine de grand épeautre, elle a une force boulangère qui est un peu plus importante, donc ça fait quelque chose d'un peu plus alvéolé. Et moi, je trouve, à titre personnel, que ça tire un peu plus sur l'acidité. Un peu plus acide. Le levain est un peu plus acide. Le levain est un peu plus acide. Donc il y a certaines personnes qui préfèrent le pain au levain qui va tirer sur l'acidité. Moi, personnellement, je le préfère doux, qui a une certaine douceur dans le pain. Et effectivement, notre pain d'épeautre, c'est celui qui va le plus tirer sur l'acidité. En fait, le grand épeautre, il a les mêmes ancêtres que le blé. Donc en fait, il va être assez proche génétiquement. Et puis du coup, même la farine et le pain, ça va être assez proche. Et alors, on dit engrain pour petit épeautre. C'est quoi son nom, grand épeautre? Grand épeautre. En fait, le vrai nom du petit épeautre, c'est l'engrain. En fait, il faudrait abandonner petit épeautre parce que ça biaise les gens, tu vois. Ils ont l'impression que c'est à peu près la même famille. Alors que non. Ah ouais, effectivement, pour moi, l'épeautre, ça reste quand même le même genre, si tu veux le nom. Mais alors, et l'épeautre, c'est encore autre chose? Le grand épeautre, l'épeautre, petit épeautre. Grand épeautre, c'est pareil, c'est l'épeautre. Ah, ok. Donc il faudrait dire épeautre en grain. Voilà. Exactement. Et ça, c'est exactement ce qu'il faudrait dire. Je m'engage dès aujourd'hui à dire épeautre en grain. Parce que tu vois, tu peux avoir des confusions des fois, même chez des boulangers et des gens qui vont acheter je veux du pain d'épeautre, ils vont penser acheter du petit épeautre, alors que non, c'est le grand. Ça prête à confusion. Parce que du coup, en plus, le grand épeautre a plus de gluten que le petit épeautre. Exactement, alors que l'engrain très faible. Exactement. Oh là, j'ai l'impression que je viens de débloquer la matrice. Donc, ouais. Non, mais tu sais que là, il y a des gens, après avoir vu cette vidéo, ils vont se la raconter en soirée. Là, il va y avoir de la culture confusion. Et vous saviez pas quoi? Tu veux le nom de latin? Le petit épeautre, en fait, c'est de l'engrain. Alors, si tu veux le nom de latin, le petit épeautre, c'est Triticum monococcum. Le blé, c'est Triticum aestivum. Et le grand épeautre serait Triticum spelta. Donc, c'est le même genre Triticum, mais voilà. Donc, s'ils veulent se la péter encore plus, ils peuvent sortir les noms latins. Et alors, du coup, le tritical, c'est quoi? C'est un hybride entre du blé et du seigle. En fait, tu vois, Triticum, le genre du blé. Le genre du seigle, c'est sécal. Donc, triticale. Waouh. Ça, c'est beau. Putain, comment je vais me coucher intelligent, moi. Et il est tard. Il y a peut-être un sujet qu'on n'a pas abordé au niveau de l'installation. Vous avez demandé des aides ou pas? Oui. Moi, personnellement, j'ai demandé une DGA. Alors, comment tu as pu demander une DGA alors que tu n'as pas la capacité agricole? Eh bien, justement, ce qui fait que je ne me suis pas installé tout de suite, c'est que ce qui me manquait, c'était un diplôme agricole pour avoir la capacité agricole. Donc, je me suis inscrit pour passer un bac pro en candidat libre. Mais quand? Il y a 2 ans. Pendant ton installation? Pendant mon installation. T'as passé un bac pro? Ouais. Alors après, c'est un bac pro CGEA, le niveau, c'est pas du top niveau. C'est vrai. Il m'a montré ce qu'il avait à faire en bac pro, du coup, c'était un CGEA que t'as fait, c'est ça? Oui. Franchement, c'est du petit niveau. Après, quand tu commences à 15 ans, 16 ans, forcément, ça peut être un niveau assez... Mais quand t'as déjà plus de 20 ans, c'est un petit niveau, quoi. Conduite générale d'exploitation agricole, je crois. Oh, oui, exactement. Il est surpris. Ah oui. Mais moi, les acronymes, c'est mon truc. Hein. Moi, il faut être honnête, j'ai un peu survolé le truc.
J'ai cru que je maîtrisais jusqu'à ce que j'ai passé mes examens. En sortant en me disant j'aurai une super note, j'ai assuré. Après Julien il m'a dit ouais, quand on t'entend parler, on sait que tu viens pas du monde agricole. Ah ouais? Et ma note était moyenne et donc je suis redescendu et il m'a beaucoup aidé. Franchement, il m'a beaucoup aidé sur beaucoup de contrôle continu et tout ça. Et bah après un BTS, c'était facile pour lui. Un BTS, ouais, c'est pas... même quand t'as bossé après déjà dans de l'agricole, c'est assez simple. Forcément, si tu débutes de rien, Oui. tu connais rien, ça peut paraître compliqué. Mais les cours, c'est très bien quand même. Quand t'as rien, c'est quand même intéressant de faire ça. Et moi, j'ai choisi cette option parce que c'est celle qui pouvait me permettre de passer un diplôme en une année assez facilement, parce que pareil, j'ai déjà un bac, pareil S, un BTS, etc. Donc j'avais peu de matière à passer en fait. Donc c'est pour ça que j'ai cherché à avoir cette capacité agricole. Okay. Et donc une fois que je l'ai obtenu, je me suis officiellement installé pour pouvoir toucher une DGA. Qui valait s'ennuyer pendant un an pour passer un nouveau bac. T'as eu combien? 20 000? Non, je vais avoir 30 000. 30? Ouais, je vais avoir un peu plus de 30 000. Comment c'est possible? T'as fait des investissements? Oui, parce que à hauteur de c'est- 100 Moi, 000. je crois que j'ai eu un peu plus, mais c'est en gros, on a coché hors cadre familial, Ouais. bio, Bio. vente directe. Moi, j'avais investissement à plus de 100 000 euros, parce Voilà. que les parts Toi sociales rentrent dedans, et Ok. un peu Et d'investissement sur la ferme, du coup, de matériel et autres. Donc, les 100 000, vu qu'il y avait 60 000 de parts, Ouais. les 100 000, c'est pas loin. Quoi. Ouais. Toi, je sais pas si tu l'avais demandé, Ben, les 100 000. pareil. Je crois que Si, tu l'avais si, demandé si, aussi, ouais, les 100 000. pareil. Et après, on avait une aide du département de la Charente-Maritime, 5 000 euros en plus. Ok. Départemental, quoi. Sympa. Voilà, bah, sympa, merci. Bah, Le conseil comme- général ouais, conseil voilà, général. de la Charente-Maritime, 5 000 euros en plus dans la poche. Ok. Voilà. Ça vaut le coup. Trop bien. Les amis, je pense qu'on a fait un bon tour. Le mieux, c'est qu'on aille voir tout ça in situ. Oui. On y va? Allez. C'est le mot in situ qui t'a fait bugger? Ouais, c'est ça, ouais. Ça veut dire sur place. Allez, let's go. Les amis, de retour à la ferme du Bois du Treuil, toujours en très bonne compagnie avec Julien. Et Julien, là, tu vas nous montrer le tour des cultures. Le défi, Julien, c'est qu'on arrive à le faire en moins d'une heure. Oh, une heure. Et là, c'est tendu, hein, de ce que j'ai compris. Ouais, il y a peut-être, en plus, il y a 1 kilomètre de marge. Donc... 1 kilomètre? Ouais. Nawel, elle pleure déjà. 1 kilomètre. Bah, c'est ça les grandes cultures, hein, c'est pas 4 hectares de maraîchage. Oh, comment il va? Donc, en culture, vous faites blé, Alors attends, on va tout luzerne, reprendre. févrole, Lentilles, lentilles, ça j'ai très envie de le voir parce qu'on n'a jamais vu de l'engrain, le producteur petit lentilles. épeautre, Petit épeautre, grand épeautre, grand épeautre, seigle, seigle. avoine nue. Ah ouais, vous faites trop de trucs en fait. Ah, c'est une dinguerie. Ok, Et je crois qu'on a fait le tour là. ok, par où on va? À travers champ. Ah, bah, attends, c'était là, vraiment Là, là? vraiment là tout droit. On là. crée un chemin. Là on crée un chemin. Là tu ouvres les flots, tu vois, tu fais Moïse, Ouais. Moïse dans le blé. Ouais. Après tu peux jouer à Gladiateur aussi si tu as envie. Mais au ralenti et puis la petite musique dans le fond. Mais Ok. comme tu veux. Avant voilà, on a 110 hectares en grande culture. À peu près tous les ans on fait 25-30 hectares de blé. Alors là cette année j'ai un peu de blé moderne et des variétés anciennes de blé, donc des variétés population. Donc, ça c'est des variétés qui étaient cultivées on va dire fin 19e et qui sont remis au goût du jour avec l'agriculture bio. Et les blés modernes, là ce champ là par exemple il va partir à la coopérative. En fait je vois un petit peu de culture à la coopérative, je ne garde pas tout pour moi. Et donc là ce champ il va à la coop comme la voie de nu. Coopérative La Corab de Saint-Jean-d'Angély, spécialisée dans le bio. Ça, on peut faire un peu de pub. La lentille je me la garde pour moi et les autres cultures, les autres céréales, donc ce qu'on a dit blé ancien, grand épeautre, petit épeautre, seigle. Tout ça, c'est pour la mènerie. Donc en blé, voilà, j'ai dit 25-30 hectares. J'ai une grosse base de luzerne, 25-30 hectares aussi. La luzerne, c'est fait pour... Nourrir les animaux? Alors nourrir les animaux d'une part. Alors, nous, en grande culture, on l'utilise pour nourrir le sol et aussi pour restructurer le sol. Et troisième chose, pour nettoyer. En gros, c'est les parcelles où j'ai des chardons, on met en luzerne. Et la luzerne concurrence le chardon. Et le fait de faucher successivement la luzerne, ça fatigue le chardon. Et au final, au bout de 2 ans, 2-3 ans de luzerne, on se retrouve avec une parcelle propre. Alors, je vais souvent dire propre et sale voilà, pour les parcelles, mais c'est pas... C'est pas Comme ça qu'on péjoratif. parle. Mais attends, le mieux c'est qu'on en parle directement sur place. Donc, Regarde, voilà, tu peux faire... T'inquiète pas, hein, là tu détruis rien, je vais tout ramasser. Hein. Sur la moissonneuse, on a des relèves épis en fait à l'avant de la barre de coupe. Donc s'il y a des épis qui sont proches du sol, ça les relève pour quand même qu'on les attrape. ok. Donc de toute façon là il est debout, donc il n'y a pas de souci. Donc là c'est un blé moderne, donc je différencie les deux nous parce qu'on fait les deux. C'est une variété très récente d'ailleurs parce que c'est une variété allemande, là depuis 2 ans je crois. En disponible. Sélection bio, donc elle est intéressante parce qu'elle est assez haute comparée aux autres variétés modernes qui sont beaucoup plus basses. Donc ça concurrence plus les adventices. Autre chose, comme elle a été sélectionnée avec la conduite de l'agriculture biologique, comme d'autres variétés modernes, elle n'est pas dépendante des engrais minéraux parce que quand tu mets une variété moderne en bio, elle a tendance un peu à accuser le coup. Tu vois qu'elle manque. Là, celui-là, il a été vert tout le long du cycle. Parce que tu parlais là de ce blé moderne là. Ouais, deux Mais variétés dedans. voilà, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, mais si on regarde, il y a des épis qui sont un petit peu violacés, quoi, bruns. Rouge, je dirais. Voilà, brun, rouge. ouais. Et il y a d'autres épis qui sont plus barbus. Voilà, en fait, il y a 2 variétés. Donc il y a la
variété, ça c'est Grad Zero, celle avec l'épi un peu brun-rouge, on va dire. Et l'autre qui est en dessous, là, hop, elle c'est Poésie. C'est le même sélectionneur, ça vient d'Allemagne, tout a été fait sélection bio, on va dire, spécial bio. En fait, pourquoi elle est mise ensemble? C'est la coop qui voulait qu'elle soit mise ensemble. Il y a 50-50. En gros, celle-ci c'est plus rendement, et celle-ci elle va ramener plus de la protéine, donc de la qualité. Donc pour avoir un mélange de qualité, il nous conseillait, même c'est plus que conseillé, nous demander de mélanger les deux, quoi. Si tu mets que du Grad Zero, certes tu vas faire plus de rendement, mais il va peut-être te manquer un peu de protéines. Donc industriels, en fait, ils veulent des taux de protéines assez élevés pour que ce soit facile à travailler. J'appelle ça de l'industrie, maintenant de la boulangerie conventionnelle, parce que beaucoup de choses sont faites à la machine. Pour que ce soit fait à la machine, oui, il faut des blés avec pas mal de gluten. Comme on fait tout à la main, enfin on façonne à la main, le pétrissage n'est pas à la main, mais le façonnage est à la main. On arrive à faire du pain, même avec un blé, il serait considéré comme un blé fourragé, en fait. Ah oui, c'est considéré comme un blé fourragé celui que vous faites, le blé ancien, par rapport aux analyses que ça sort, il serait déclassé en blé fourragé. Ouais. Ok. Comment tu travailles ton sol? Parce que là, tu es en bio, mais il y a beaucoup d'adventistes, je trouve. Enfin, alors, je juge, je ne suis pas du tout dans la grande culture. Pour moi, non. Alors voilà, pour toi, non. Alors, moi, je pose la question parce que je suis allé chez des gens qui faisaient de la grande culture en conventionnel pendant le Farm Tour. Et ça, là, ils auraient dit, ah bah là, ça part, il y a un coup d'herbicide direct. Hein. C'est ça. En fait, on n'a pas les mêmes critères. Même entre bio, on n'a pas les mêmes critères. Moi, j'ai pas un critère très élevé sur les adventices puisque je transforme. Donc, en fait, la valeur ajoutée, je me la crée. Donc, j'ai pas forcément besoin de rendement. En plus, ça, tu vois, il y a un peu de luzerne qui repousse parce qu'il y a 2 ou 3 ans, il y avait une luzerne qui poussait là. Donc là, il y a un peu de repousse de luzerne. Donc ça, c'est pas gênant. Après, niveau travail du sol, en théorie. Parce qu'il y a la théorie et la pratique. Il y a la théorie de tous les ans, on va dire, et la pratique de cette année qui a été extrêmement pluvieuse. Il a commencé à pleuvoir au 18 octobre, et en gros, ça s'est jamais arrêté, quasiment. En gros, on avait déjà eu 600 mm entre le 18 octobre et début janvier, ce qui est pas tout à fait un an, parce qu'on a 750 mm par an à peu près. Donc énormément de pluie. D'ordinaire, en fait, je travaille très peu le sol, donc en surface. Donc si on prend une année, par exemple, entre 2 pailles, entre un blé et un petit épeautre. Donc déjà, je touche pas le sol l'été, après la moisson. Donc je moissonne, et si je peux, je mets un couvert végétal, si c'est pas trop sec. Donc après je touche pas le sol jusqu'à fin septembre. En fait j'attends qu'il pleuve sur un sol chaud et ça va faire lever plein d'adventices, surtout raigra vulpin, parce qu'on a souvent des problèmes comme ça. Et en fait fin septembre il fait encore suffisamment sec pour arriver à tout détruire. Donc là je passe un premier coup des chômeurs à disque. Après je rattends une deuxième fois qui pleuve dessus pour que ça fasse relever, donc ce qu'on appelle des fausses semis. Et je repasse un outil, donc un scalper en fait. Voilà. Donc là vraiment pour scalper les adventices en surface, le tout voilà, à peu près à 5 cm de profondeur. Après je sème quand j'ai la possibilité de semer. Alors cette année, j'ai travaillé fin septembre comme prévu, et après il a plu. Il a plu, donc moi j'ai attendu. Et puis après on était rendu à Noël, quand même, qu'à force d'attendre, bon, et puis il reprévoyait de l'eau. Bon j'ai appelé un collègue, je dis, bon allez, tu vas me labourer tout ça. Et il a labouré, j'ai semé derrière les 68 hectares que j'avais à faire l'hiver. Et voilà, donc je l'ai fait en un peu moins d'une semaine, là, entre le 8 et le 14 janvier. Des rares semaines où il a fait suffisamment sec pour semer. Du coup, ouais, tu as fait appel à une entreprise agricole pour labourer ton champ, mais du coup ça veut dire que tu n'as pas les outils, c'est-à-dire que le but pour toi, c'est de jamais labourer. Notre parc matériel est quasiment tout en CUMA. Il nous reste la charrue qu'on a failli vendre, mais on s'est dit on la garde, de toute façon on les payée. Mais là, pour aller vite, j'ai fait appel à quelqu'un, parce que ça aurait été bien trop compliqué. Je suis tout seul dans les champs, donc à labourer et ensuite semer, ça aurait été trop complexe. Généralement, je travaille très peu le sol, 5 cm à peu près de profondeur, aussi le minimum de passages possible. Donc là, je suis plutôt à 2 passages. Un passage, c'est compliqué. Parce que sur un labour, normalement, il travaille à combien? Ça dépend. Tu peux avoir des labours pas très profonds à 15 cm, c'est ce que je lui ai demandé de faire. Et après, tu as des labours qui vont plus à 30 ou à plus de 30, mais c'est bien simple. Tu vois qu'il a pas bien labouré. Pas labouré très profond. Bah, c'est pour ça. Tous les rumex, en fait, qui sont c'est ce que j'ai vu, voilà. En fait, ils ont tous repiqué. Donc en fait, il a labouré très superficiellement. Et ils ont tous été remis sur le sol. Et en fait, ils n'ont pas bien été enterrés. Et avec toute l'eau qu'il y a eu derrière, ils ont tous repiqué. Donc on voit en fait la racine qui fait un angle droit. En fait, tous les rumex que tu vois, ils ont tous repiqué. Ah ouais. Ils ont pas été enterrés par le labour. Donc, et comme derrière, il a fait très humide, s'il avait fait sec, ils auraient pu mourir, mais non. Le rumex, c'est assez chiant. Et alors, il y a quoi d'autre en adventice là? Alors là, il y a un truc qui a poussé avec les pluies assez tardives, matricaire. Et ce qui pousse aussi avec les pluies tardives, tu as tous ces liserons. De toute façon, à cette période, c'est moins gênant. Enfin, c'est moins gênant. Le blé, il a déjà fait son rendement, il a déjà fait son grain. Ça va pas le gêner, mais ça peut gêner la moisson. Après, il n'y en a pas des quantités folles, à part une odeur un peu horrible. Enfin, moi, j'aime pas cette odeur-là. Ah ouais, c'est vrai que ça sent pas bon. Voilà. C'est fou, parce qu'on voit la plante, on se dirait, tiens, c'est joli. Ah non, ça pue. Mais ça pue. Ah oui, ça pue, hein. Ah oui. Ah ouais. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une folle avoine. C'est une adventice assez problématique, parce qu'elle peut vite te faire perdre pas mal de rendement. J'en ai toujours un petit peu dans les champs, mais à ces niveaux-là, bon, ça va. Hein, faut pas non plus demander la lune. On va pas la récolter parce que tu vois, les graines sont déjà tombées. Donc elle finit pas dans la moissonneuse batteuse, quoi. Donc après, bon,
Maintenant, elle est là, elle est là. La folle avoine, tu vois, c'est une graminée. Les graminées, en général, quand tu les enterres assez profond, elles poussent pas. La folle avoine, même si tu l'enterres à 15 cm, elle peut arriver à pousser, quoi. On peut repartir. Et du coup, comment ça se passe au niveau de la récolte quand tu as des adventices comme ça? Le grain qui est pour moi, s'il y a un peu de graines d'adventice dedans, c'est pas grave, c'est moi qui trie, donc le problème il est pour moi. Pour la COP, ça peut être un peu plus gênant, faut pas arriver à... Leur maximum, c'est 30% d'impureté, donc 30% de graines autres que du blé. Plus on est proche de zéro, mieux c'est, quoi. Parce que quand tu vas moissonner, il va y avoir toutes les graines dedans. Alors oui, alors là, va y avoir des graines de rumex. Alors ça, on peut arriver à les enlever avec les vents de la moissonneuse batteuse, mais il va quand même en rester un petit peu dans la récolte. Parce que tu vois, c'est assez léger, ça s'en va au vent. Par contre, c'est tu vois, les têtes de matricaire, ça on va en retrouver quand elles vont sécher. On peut en retrouver dans la batteuse. Après, si c'est sec, c'est pas non plus hyper gênant. Ce qui peut être gênant, c'est si tu as des adventices qui sont encore vertes quand le blé est mûr et que tu rentres du vert dans la moissonneuse. Là, après, pour le stockage, soit il faut sécher, soit il faut trier dès la récolte. Enfin, ça peut te compliquer après la suite, quoi. Bon, en général, je suis pas trop embêté. Là, franchement, pour moi, c'est un champ propre par rapport à ce que j'ai connu et de ce que j'ai vu, quoi. Sachant que la ferme est en bio depuis 26 ans. Donc voilà, ça commence les adventices, il y a beaucoup de stock dans le sol de graines, quoi. Dans la moisse batte, tu as ça, tu as des graines de vesse, enfin c'est de la vesse, ça, de la vesse sauvage. Et donc ces graines-là un peu rondes, ça va se retrouver dans la moissonneuse. Ça, on arrive quand même à le trier assez bien. Avec des machines? Oui, avec le trieur qu'on a à la ferme par exemple, ça se trie quand même assez bien. Ok. Et donc là, on sort des brousses, on sort de la savane. Alors, donc là, tu as ta luzerne pour nettoyer les champs. Alors pour nettoyer les champs, alors après la première coupe de luzerne, elle est souvent très très sale, il y a plein d'adventices qui poussent pendant l'hiver. J'ai la chance d'avoir un éleveur qui est à 2 km là, qui a des salaires, des vaches salaires, et qui me récupère la première coupe, parce que ces vaches-là, c'est des vaches assez rustiques et elles mangent un peu tout le foin, n'importe quel foin. Et donc il me prend cette première coupe, et on fait un échange avec du digesta du méthaniseur voisin. Le digesta, donc c'est les sous-produits du méthaniseur. Tu mets du fumier et d'autres choses dans le méthaniseur, ça te sort du gaz, et à la fin tu as du digesta, liquide et solide. Donc on fait un échange comme ça, au lieu de faire un échange foin-fumier, ça fait un échange foin-digesta. Ok. Parce qu'en fait, lui, son fumier, il l'emmène au méthaniseur. Donc il a un contrat avec le méthaniseur. Lui, il est en conventionnel, je ne pourrais pas utiliser son fumier directement. Le fait qu'il passe dans un méthaniseur, je peux utiliser le digesta. Moi, ça me ramène de l'engrais, lui, ça lui ramène du fourrage. Et en plus, je peux avoir pas mal de surface de luzerne qui me rapporte en un sens quelque chose, qu'elle me rapporte de l'engrais. Et donc là, voilà, il l'a fauché une première fois et là, elle a repoussé. Donc là, elle va être en fleurs. L'année passée, la deuxième coupe, je l'ai vendue à un négociant qui fait de l'aliment. Cette année, avec le temps qui est compliqué pour faire du foin, voilà. Je vais peut-être la broyer. Attendre qu'elle fleurisse parce que c'est très mellifère la luzerne. Ok. Donc attendre qu'elle fleurisse. Là, il n'y a pas encore beaucoup de papillons, mais quand tout est en fleurs, c'est impressionnant. Et après, la faucher. Ça va dépendre du temps que j'aurai, de la météo, voire en faire de la semence. Ah ouais, carrément. Ouais, j'en ai fait l'année dernière, mais voire faire de la semence pour économiser sur les années futures, quoi. Trop bien. On vient de traverser le champ de luzerne et là nous arrivons devant un magnifique champ de blé population. C'est ça. Allez. Bravo. Et t'as vu ça comment? Parce qu'il était très haut et de différentes hauteurs. Parfait, non mais franchement, t'as été formé, hein. Donc très haut les blés population, maximum 1,50 m là, c'est le qui dépasse. Même quand les années sont très sèches, ils arrivent au minimum à 1,20 m. Après, quand les sols, il y a beaucoup de fertilité et il y a de l'eau au printemps, ils peuvent monter à 1,80 m. Donc variété population, c'est un mélange de base de 10 variétés qui a été fait par mon prédécesseur quand il a commencé la transfo en 2006. Et donc ce mélange, on le ressème depuis. Et donc il évolue comme il veut. Moi, je suis en train de me sélectionner mes propres variétés en fait. J'avais commandé à l'INRA de Clermont-Ferrand des variétés anciennes. Donc il t'envoie que 100 graines gratuitement. Et après, c'est à toi de te démerder et de les reproduire. Et donc je suis en train d'essayer de me faire un mélange. Voilà, c'est la 3e année. Donc là, j'ai une petite bande au milieu que je vais récolter à la machine. Et puis l'année prochaine, je vais peut-être réussir à semer à 1/2 hectare. Après, on verra s'il arrive à faire du pain correctement ou pas ce mélange. Et il n'est pas tout seul ce blé population. Souvent, je les associe les blés. Donc il est associé à de la févrole. La févrole, c'est cette plante-là. L'avantage de l'association, il y en a plusieurs. Alors, en fait, moi déjà, j'ai le même rendement en blé que je le mette tout seul ou avec de la févrole. Et là, en plus, j'ai la févrole. Voilà, c'est tout simple. Ça me fait un petit complément. La févrole, elle part en alimentation animale ou pour les couverts végétaux. Je le sépare au fur et à mesure de l'année en le triant, voilà, avec le trieur que j'ai. Je récolte tout ensemble, tout est mélangé dans la trémie de la moissonneuse. Tout est stocké ensemble, blé févrole, et je le trie au fur et à mesure de l'année. Parce que tu fais ta farine au fur et à mesure? Je stocke tout dans des grandes cellules et après je trie, on va dire, je me fais des stocks tampons de 1-2 mois. Je trie au fur et à mesure et après on le passe moulin et pain. Ça permet de gérer un peu mieux les insectes, comme ça on voit un peu l'évolution des populations d'insectes et le fait de trier aussi avant de passer à la meunerie et tout. De toute façon c'est indispensable pour enlever les graines d'adventice. Je fais pas tout d'un coup. Je stocke comme ça d'ailleurs, je trie pas à la récolte. Ah ouais? Souvent je suis à peu près à 10% d'impureté. De toute façon j'aurais pas le temps de tout trier à la récolte. J'ai pas un trieur assez rapide. Donc je stocke tout comme ça.
Et dans cette parcelle, du coup, voilà, on voit pas mal de chardons. Cette parcelle, elle est prévue l'année prochaine, je vais mettre de la luzerne dedans. Pour la nettoyer. Pour la nettoyer, voilà. C'est surtout contre les chardons, de toute façon, la luzerne. Et Ah ouais. pour ramener aussi de l'azote dans le sol, quoi. Et restructurer au final, parce que les luzernes, en fait, elles ont des racines très très grosses. Ça ressemble à des racines d'arbres quasiment. Ça fait la taille de mon index. Ça structure le sol. Si jamais il y a des semelles qui ont été faites à cause du travail du sol, ça décompacte, quoi. Juste pour savoir, du coup, tout ça là, c'est du blé population que pour le fournil. Pour la meunerie, on vend en farine à des magasins bio ou à des particuliers ou à quelques pros. Okay. On passe 20 tonnes de blé à peu près par an en farine et en pain. Okay. Et après, quand j'ai du surplus, comme cette année, c'est le voisin qui a les volailles qui me récupère le surplus. Ou des fois, d'autres paysans boulangers. Tu vois, cette année, par exemple, il y a 4 tonnes qui sont parties dans le Pays Basque, chez un boulanger qui a son propre moulin. Okay. Voilà. De toute façon, même quand je sème dans des périodes normales, au mois de novembre, je ne récolte pas avant le 14 juillet. Les variétés anciennes sont assez tardives en fait par rapport à des variétés modernes. Et le fait que je mette très peu d'engrais, je ramène un peu de digesta mais finalement ça couvre pas toute la surface. Le fait de mettre très peu d'engrais aussi, ça allonge le cycle. J'avais déjà fait un test, un faux test. Les parcelles côte à côte, une qui a reçu de l'engrais et une non, celle qui a reçu de l'engrais avait plus d'une semaine d'avance. Mais bon, plus d'une semaine, enfin... Pas grand chose, c'est hein. pas grand chose en vrai. Tu sais, là en ce moment, ils sont tous excités les collègues. Là, ils peuvent pas moissonner, donc ils sont un peu sur les nerfs. Je pense que depuis que je suis sur la ferme, donc ça fait 6 ans, on va dire que j'ai eu 4 printemps très très secs. 14 juillet, ils ont fini quasiment. Et pourquoi ils sont tendus? Ça fait quoi si tu récoltes tard? Alors si on prend le blé par exemple, tu perds en qualité, tu perds en PS, donc le poids spécifique, tu perds le temps de chute de Hadberg aussi. Alors c'est des termes qui sont bien pour l'industrie ou pour l'export, et c'est bien aussi pour les COP, ça permet de baisser les prix d'achat. Mais en gros, ces qualités-là, voilà, s'il pleut pas mal sur le blé, quand il est mûr, c'est là que tu perds qualité. Ouais. Je dis qualité entre guillemets parce qu'on arrive à faire du pain avec tout. Mais... Toi, le PS par exemple, c'est le poids spécifique, c'est la quantité de grains que tu peux mettre dans un hectolitre, donc dans 100 litres. Et donc pour l'export, forcément, ça s'entend. Parce que plus tu peux mettre de blé dans un volume, dans un bateau par exemple, plus tu es rentable. Ah ouais, donc c'est pour pour ça que tu perds en qualité. Donc le PS tu du perds blé, en oseille pour les industriels en fait. Voilà, pour l'export. Le PS du blé, il est en général à 76, donc 76 kg pour 100 litres. Il peut monter à 80 les bonnes années, et là, quand il pleut comme ça peut descendre à 70. En plus, tu vois, c'est une période où, à part gérer l'irrigation, pour ceux qui ont de l'irrigation, il n'y a que ça à faire, quoi. Moissonner. Donc c'est un peu comme la période des semis, voilà, tout le monde est un peu excité. Surtout quand tu vois des collègues partir semer. Moi, j'ai jamais eu trop ce problème-là, je suis assez patient sur ces choses-là. Je préfère attendre et pas faire de bêtises. Il y en a beaucoup et ça les... Ça l'étend. Ça l'étend. Hein. Par exemple, mon prédécesseur, Jean-Marie, sa femme m'a déjà raconté que pendant les périodes de semis, il était toujours tendu, quoi. Ah ouais. Presque intenable. Ah putain, faut semer, mais je peux pas. C'est toujours des périodes assez compliquées, quoi. Alors pour des raisons de gain de temps, on n'est pas passé par le champ de Févrole comme on a dit, parce que finalement la Févrole, on vient de vous la montrer et de vous en parler. Et on est directement allé dans ce champ et je demandais à Julien, tiens, qu'est-ce que c'est que cette herbe haute? Alors, le vrai nom, c'est de l'engrain. Voilà, donc on l'appelle aussi petit épeautre, mais le vrai nom, c'est engrain. Il n'y a que en France qu'on donne 2 noms, on ne sait pas pourquoi, les Français on aime bien se compliquer la vie. Les Allemands, ils appellent ça Einkorn. Voilà. En fait, Einkorn, ça veut dire un grain, et nous, en grain, ça se rapproche d'un grain. En fait, parce qu'il y a 2 rangées de grains, et il y a seulement un grain par ce qu'on appelle par épillé. Un épillé, en gros, c'est ça, ce que je montre avec mon doigt. Et dans le blé, il peut y avoir jusqu'à 3 grains par épillé. Et là, l'engrain, il n'y en a qu'un seul. Il n'y en a toujours qu'un seul. Montre-le comme ça à plat. Qu'est-ce que tu appelles un épillé? En fait, c'est une rangée, en fait. On va dire un épillé, c'est une rangée, là. Voilà, tu vois. Dans le blé, du coup, sur cette rangée, il peut y avoir jusqu'à 3 grains. Et dans l'engrain, il n'y en a qu'un seul. Et alors l'engrain, c'est des variétés rustiques. C'est même pas une variété, d'ailleurs, c'est des populations. C'est les premières céréales cultivées par l'homme. Mais non. L'engrain, le petit épeautre, c'est une des premières céréales cultivées par l'homme. Il y a quasiment 10 000 ans en Mésopotamie. Ça fait une farine un peu jaune qui contient très peu de gluten. Quand on fait du pain avec ça, on est obligé de le faire dans des moules parce que ça fait de la pâte. On a l'impression que c'est du fromage fondu quasiment. À la limite, ça coule. Donc on le fait dans des moules. Voilà. Et il y en a quelques-uns, ils arrivent à faire des formes un peu rondes, mais parce qu'ils mettent un cercle pour arriver à tenir la pâte. Tu peux pas arriver à faire des boules comme tu fais avec du blé. Parce que ça contient moins de gluten, donc c'est pour ça que ça se tient moins bien en fait. Ça se tient moins bien. Donc cette culture, elle sème comme du blé en fait à peu près la même date. Alors elle a une date de semis un peu plus longue, on peut la semer un peu plus tôt. Celle-ci a été semée comme toutes les autres céréales début janvier. Ça fait très tard. Quand je suis arrivé dans la région et que c'est une culture que je connaissais pas, qui se fait beaucoup en bio mais que je connaissais pas du tout. On m'avait toujours dit faut le semer en octobre, surtout pas après.
Au final, on se rend compte que même semer début janvier, il arrive quand même à être joli et à faire quelque chose. Mais c'est vraiment le dernier quart à début janvier. Après, et c'est parce qu'on est en climat océanique aussi. Tu ne ferais pas ça dans l'Est à cause du froid. Voilà. Donc après, voilà, c'est à peu près le même itinéraire culturel que du blé. C'est plus rustique, ça demande un peu moins d'azote, mais s'il en a, il est content quand même. J'ai déjà vu des vidéos d'un agriculteur en Belgique qui arrive à faire jusqu'à 70 quintaux, donc 7 tonnes hectares en engrais bio. Mon meilleur rendement, moi, c'est 25 quintaux, quoi, 2 tonnes et demie. Donc c'est déjà très bien pour de l'engrais. Ah oui, c'est vraiment, c'est très bien, mais effectivement, par rapport à un mec qui fait 7 tonnes. Alors après, c'est la Belgique, ils ont les terres, ils ont le climat, voilà, il met de l'engrais dessus. Mais c'est marrant que tu dises ça, parce que tu viens de dire que c'est les premières céréales qui ont été cultivées par l'homme. Ouais. Or, l'homme, il a cultivé en premier lieu en Mésopotamie, Ouais. donc dans un climat qui est quand même beaucoup plus sec que la Belgique. La luzerne, par exemple, ça vient de Méditerranée. Et aujourd'hui, on a des luzernes qui se portent très bien, même jusqu'en Angleterre. Voilà. On a adapté après, hein, de toute façon. Une plante qui peut aller très bien dans un milieu sec, tu la mets dans un milieu humide avec de l'engrais et tout, elle va être contente, hein, ça c'est sûr. La différence avec le blé, par exemple, qu'on n'a pas dit, c'est quand tu récoltes, en fait, le grain, il est encore vêtu. Il a encore son enveloppe. Ça, c'est la particularité de l'engrais. C'est vrai qu'il est très vêtu, ce grain. C'est aussi pour ça qu'il a été abandonné, parce que, hop, voilà, si tu veux avoir le grain, il faut enlever cette enveloppe qui s'enlève pas en frottant les mains, par exemple, quand tu le fais avec le blé. Le blé, quand tu le passes dans la machine, tu as un grain nu. Là, tu récoltes un grain vêtu qu'il faut décortiquer derrière. Alors, décortiquons. Il te faut une machine spéciale pour le décortiquer. Donc nous, on l'a à la ferme. Qui s'appelle une décortiqueuse. Qui s'appelle une décortiqueuse. Voilà, c'est pas tout con. Et donc ça a été abandonné parce que voilà, c'est assez compliqué au final. Quand tu le récoltes, voilà, tu peux pas l'utiliser tel quel. Là, il est tout nu, mais il est tout vert. Il est tout nu, il est tout vert parce qu'il est pas mûr. De fait qu'il était smétard et le printemps a été assez humide, donc il a bien profité. Le fait d'avoir une deuxième opération derrière la moisson, c'est aussi pour ça qu'il a été abandonné. On le remet au goût du jour parce que le pain est bon et parce qu'il est plus sain aussi, plus nutritif. Du coup, ça coûte plus cher au kilo la farine de petite épeautre. Comme il y a plus de manutention et même les rendements sont souvent inférieurs, voilà, c'est un peu plus cher. C'est super intéressant, je vous expliquer tout ça, de comprendre pourquoi. C'est du temps à passer, c'est une machine qu'il faut avoir en plus qu'on n'a pas avec du blé. Et alors au niveau de la moisson, parce que là tu disais que sur le blé, les collègues ils sont tendus là parce qu'on est en juillet et que ça n'a pas encore moissonné. Sur le petit épeautre, c'est quand la récolte? Les années où je sème normalement et où les printemps sont pas trop humides, ça peut être à peu près en même temps que le blé, hein, à une semaine d'écart. Là, ce métard avec un printemps humide, ça va être fin juillet, début août, quoi. Parce que là on voit qu'il est très vert. Là il est encore très vert, comme les blés. Il faut qu'il mûrisse. Alors après ça va quand même assez vite, surtout s'il se met à faire 35 degrés. Pour l'instant c'est pas prévu, mais bon, on sait jamais, hein, la météo en ce moment. Donc ça peut aller assez vite quand même à mûrir, mais il y a quand même toujours un petit peu décalage. Et l'avantage de l'engrain, c'est qu'il perd pas en qualité, parce qu'il est vêtu. Et il est bien vêtu en plus, et il a son enveloppe qui est bien collée au grain. Donc il perd pas trop en qualité s'il pleut dessus, quoi. Suite des cultures, on va voir quoi? De la lentille, par là-bas. On y va? Je fais ça quand je fais mes tours de plaine. Ah ouais? Je passe à travers, sinon tu vois rien. Là, tu vois, il y a un truc qui a dormi, c'est sûrement un lièvre qui a dormi ici. Tu peux voir des chevreuils, tu vois des fleurs, tu vois des insectes, tu te promènes, quoi. S'il n'est pas heureux, cet homme-là. Ça sert à ça, les tours de plaine. Par contre, tu as un sol, on n'en a pas parlé, ah oui, qui est très caillouteux. Très caillouteux, tu peux voir, hein, si tu veux. Des cailloux partout, hein, ça... dans les 30% de cailloux, quoi. Très argileux aussi, alors en argile on va se situer entre 30 et 50%, ça va dépendre des parcelles. On est en fait limite argilo-calcaire, j'ai des parcelles beaucoup sur le haut en fait, c'est de l'argilo-calcaire sur banche plate. Alors qu'est-ce que la banche plate? Alors ça c'est une ça tout le monde a envie de savoir. Voilà. Alors en gros il faut s'imaginer des grandes dalles de calcaire dans lesquelles il y a très peu de fissures. C'est un carrelage avec des très grandes dalles de calcaire. Okay. Donc dessus il y a quoi 25-30 cm de sol et dessous c'est du carrelage. Donc en fait dès qu'il y a des sécheresses au printemps, ça décroche et on perd du rendement très rapidement. Okay. 2 semaines sans pluie et c'est fini. Après là dans le fond c'est un peu différent. Là il y a un peu plus de sol. Et après j'ai des parcelles où c'est ce qu'on appelle de la banche fissurée. Donc là c'est pas des grandes plaques, c'est plutôt des cailloux de cette taille là à peu près. Mais du coup les racines arrivent quand même à passer okay. Et pour rechercher de l'eau. Par contre la banche plate, à part quelques luzernes qui arrivent à trouver quelques failles, c'est très compliqué là. Alors là les amis, ça va vous sembler bizarre ce que je vais vous dire, mais nous sommes sur une culture de lentilles et non pas de mille autres choses. C'est de la lentille sauvage, hein, attention. Non, c'est de la lentille cultivée. Bon, elle n'est pas toute seule. On a eu un printemps très humide. Alors j'ai réussi à la semer fin mars. Du coup là, avec toutes les pluies qu'il y a eu au mois de juin, mai-juin, il y a plein d'adventices qui ont repoussé une fois que la lentille a fait sa végétation. Donc elle est quand même là, hein, faut pas en démordre. Là il y a quand même pas mal de rendement. Donc en fait ça fait des petites gousses. Voilà, tu peux en prendre une. Celle-ci là? Des petites gousses marron en fait. Mais c'est tout petit? C'est tout petit, il n'y a qu'une à 2 graines par gousse. Mais non. Ah ouais, donc j'ai vraiment... Voilà, là il y a à peu près une graine. Une à 2 graines. Il y a une deuxième graine dedans. Voilà, il y a 2 graines par gousse là ici. Putain, c'est dingue. Le rendement en lentilles, on est content déjà quand on fait 1 tonne à l'hectare.
Alors là, pour arriver à récolter tout ce bazar, et Une tonne hectare. ouais, je pense que là, on y est à 1 tonne hectare. Alors qu'on est à 2,5 tonnes sur de l'engrais, le petit 2 tonnes, épeautre. ouais, 2 tonnes et demie Et sur le blé maximum. population? Bah pareil, rendement maximum que j'ai fait, c'était 2 tonnes et demie, quoi. Ah ouais, pas mieux sur le blé population. Alors après, l'engrais, c'est 2 tonnes et demie brut. Après, il faut enlever l'enveloppe. Et en fait, il y a 70% de rendement, donc 30% de perte quand tu enlèves l'enveloppe de l'engrais. Donc en gros, si tu prends 2 tonnes hectare, tu te retrouves du coup avec 1 tonne 4 Ouais. de décortiqué. Et sur le blé, le premier qu'on a vu, quoi, le blé... Moderne, Moderne, voilà. En fait, c'est pareil, je pense que je vais faire que 20 ou 25 quintaux. Ça dépend de beaucoup de paramètres. En Belgique, ouais, du blé bio, ça monte à 80, quoi. Et nous, 80 quintaux, les conventionnels, ils n'y arrivent pas ici. Ah ouais. Ou alors, vraiment, c'est des très bonnes années. À fertilisation équivalente, on est à moitié moins de rendement sur du blé, par exemple. D'accord. Voilà. Donc là, la lentille, là, je pense que oui, vu le nombre de goûts, ça va faire facilement 1 tonne, peut-être même un peu plus d'1 tonne. Donc comment je vais faire pour la récolter? Durant la semaine prochaine, voire fin de semaine prochaine, en fait, je fais appel à quelqu'un qui va faucher la lentille avec tout ce qu'il y a dedans, qui va l'andainer, en fait, qui va faire des andins, des rangées, voilà, tout va sécher comme un foin. Et derrière, je vais récolter l'andin avec la moissonneuse batteuse. Comme ça, tout sera sec. Et même s'il y a des adventices dedans, elles seront aussi sèches. Et ça sera plus facile à gérer derrière au niveau triage et stockage. Tu marches dessus, oui. Ouais, c'est ça en fait. Je marche dessus sans me rendre compte, quoi. Parce que tout le monde n'a pas vu. Je pense que c'est Si assez j'arrache un rare les pied- gens qui ont vu une culture de lentilles, quoi. Si j'arrache un pied, alors après il y a des cultures de lentilles plus propres que ça, hein. Mais voilà, le pied est joli et il y a beaucoup de lentilles quoi dessus. De tout ce que tu me dis là, finalement, tout ce que tu cultives se récolte au même moment. Et ben moi oui, j'ai arrêté les cultures de printemps, tout ce qui est tournesol et tout ça. Et en fait toutes les cultures que j'ai ratées où j'ai fait des zones à rien du tout en fait, c'était tout ça, c'était des tournesols, le sarrasin, les pois chiches. Donc en fait je me suis concentré sur des choses que je sais faire et des cultures d'hiver quoi. Et donc du coup oui, je me retrouve à récolter quasiment tout juillet, début août, quoi. Parce que tournesol, sarrasin, pois chiche, tu sèmes et tu récoltes quand? Pois chiche un peu plus tôt que le tournesol, on va dire mois de mars. Tournesol en bio, on vise plutôt le mois de mai. Sarrasin c'est pareil, fin mai. Et ça se récolte après à l'automne quoi. Pois chiche un peu plus tôt à partir du mois d'août, tournesol septembre et sarrasin ça dépend de l'année mais ça peut être septembre voire octobre. Mais en fait le problème c'est les étés. Depuis que je suis sur la ferme, on a eu énormément d'étés très secs, très chauds avec des températures à 35 degrés des fois. 38, 39. Et ces cultures-là, bah forcément, elles n'aiment pas, quoi. Alors après, en plus, au printemps, ça peut être assez compliqué d'implanter des cultures et de les réussir derrière, de ne pas avoir trop d'adventices. Bah, tu vois bien, la lentille, c'est la dernière culture de printemps que j'ai, qui se sème, tu vois, février-mars. C'est bourré d'adventices. Et j'arrive mieux à gérer en blé, févrole et toutes les céréales d'hiver. Ça peut être considéré comme dangereux parce que tu vas favoriser les mêmes adventices. Bon, après, j'ai ma luzerne en tête de rotation qui m'aide bien. Et après, au final, en décalant les semis, en faisant des faux semis, bah, j'arrive quand même à gérer sur tout ce qui est céréales à paille, quoi. Donc là, on a vu à peu près tout ce que tu cultivais. Tu nous as expliqué comment tu le récoltais. Et après, on retourne à la ferme, quoi. Parce qu'après, il faut bien faire quelque chose de tout ça. C'est ça. On va voir le stockage, le triage et la meunerie. Et après, je vais façonner du pain. Nous voici de retour sur l'exploitation. Et donc, une fois qu'on a tout récolté, a priori, ça arrive là-dedans. Voilà, c'est ça. On stocke dans ces grandes cellules-là. Elles ont un fond conique pour pouvoir les ventiler. On va pouvoir refroidir le grain à son arrivée en passant de l'air avec ce ventilateur par-dessous. Et l'air va remonter pour pouvoir le refroidir dès la récolte et le refroidir l'hiver pour éviter les insectes. Voilà. Je récupère le grain dedans avec cette vis et je le récupère au fur et à mesure de l'année voilà, pour le trier, pour l'emmener dans la meunerie derrière. D'accord. Et c'est-à-dire qu'en gros, là, cette vis-là, elle est jusqu'au fond et elle tourne comme ça et le grain remonte comme Voilà, ça et il sort là. Par contre, pour le mettre dans la cellule, on a une très grande vis, une vis s'appelle une vis sur chariot, dans laquelle on peut vider le contenu de la benne qui l'emmène tout en haut. Tout en haut. Voilà. J'ai 5 cellules comme ça. Ok. Donc après, bah, suivant les cellules, je mets du blé févrole, blé pois, grand épeautre, petit épeautre. Ton engrain que tu tries pas, tu le mets là-dedans. Alors dans une autre cellule qui est dans l'autre bâtiment. Ok. Et le blé c'est pareil. Donc là c'est des cellules, celle-ci fait 20 tonnes à peu près, à côté 15 tonnes. J'en ai 2 de 20 tonnes sur notre bâtiment. Et l'engrain, je peux mettre 25 tonnes d'engrain dans ma cellule. Voilà. Ok. Donc j'ai 5 cellules en tout. Mais donc là, Quasiment c'est pas 100 tonnes. trié quand c'est là-dedans. C'est pas trié, voilà. Ok. Et je le trie au fur et à mesure. Et pour le trier, tu fais comment? On y va. Pour le triage, on a 7 machines, un trieur combiné. Le grain arrive à ce niveau-là. Le grain arrive par là. Il arrive au spectacle grain. Donc non, il arrive dans cette trémie. Ouais. En fait, il est aspiré dans une colonne d'air. Normalement, il n'y Ok. a pas ça. Ça, c'est un cheat code. Les pierres, si jamais il y en a, tombent en dessous. Ensuite, je mets 2 grilles. Donc là, c'est un exemple pour le blé. Il va tomber sur une première grille, ce qui va permettre d'enlever tout ce qui est plus gros qu'un grain de blé. Donc par exemple des têtes de chardon. Ensuite, il va tomber sur la deuxième grille qui est là. Et là, qui va enlever tout ce qui est plus petit que du blé. Donc ça peut être des graines de moutarde, par exemple des moutardes sauvages. Ensuite, il va passer par une deuxième aspiration. Là, qui va permettre d'enlever tout ce qui est plus léger que du blé, mais qui fait à peu près la même taille. Du coup, parce que ça réussit à
à passer les autres grilles. Donc là, on va être sur de la luzerne sauvage, par exemple, ou de la luzerne cultivée. Ça peut enlever un peu de follavoine aussi au niveau de cette aspiration. Dernier passage, il passe dans ce qu'on appelle un alvéolaire. En fait, il peut rester des graines d'adventice qui ont réussi à passer toutes les épreuves. Alors là, c'est des graines qui vont être du même poids que du blé, de la même taille que du blé, mais pas de la même forme. Donc là, on va les enlever grâce à la forme. Et donc là, on va pouvoir enlever tout ce qui est gaillet et vesse, par exemple. Voilà. Okay. Et après ça, on a un blé qui est très bien trié avec moins d'1% d'impureté. Et qui arrive là, il sort ici. Il sort en haut, quoi. Il sort en haut et là, c'est là où sort le gaillet ou la vesse, quoi. D'accord. Et une fois que c'est sorti de là, ça va aller avec le son. Ah, il y a de la pluie, il y a de la pluie, effectivement, il y a de la pluie. Ben, je le stocke temporairement dans des caissons qui sont derrière, là. Là, les caissons rouges, là? Tu stockes là-dedans? Oui, je stocke temporairement là-dedans, donc pour 1 à 2 mois. Voilà, je le passe au fur et à mesure. Ok. Et après? Après, qu'est-ce qui se passe? Après, qu'est-ce qui se passe? Il pleut à peine, à peine. Dès que j'en ai besoin à la meunerie, je descends cette vis là et on le monte là-haut. Donc en haut, à l'étage, il y a une brosse qui permet d'enlever la poussière du grain. Et ensuite, il y a une deuxième vis qui va l'emmener dans des trémies. Ouais, là, tu peux les voir à la caméra, je pense. Je grimpe à l'échelle. Donc là, ça arrive. Alors sur la brosse qui est sur ta droite. La brosse qui est sur ma droite? Ah ouais, là-dedans. Pareil. Donc ça permet d'enlever les poussières. Et ensuite, il y a une deuxième vis qui reprend pour emmener sur les trémies qui sont dans le fond. Ah ouais! Putain, le bordel que c'est! Et une fois que c'est là-bas? Et ensuite, les trémies, ça descend directement dans la meunerie. Putain, c'est dingue! Je sais pas si vous vous rendez compte le trajet que fait le grain de blé avant d'arriver jusqu'au pain, chez vous pour le petit déjeuner. C'est quand même assez fou en fait. Et là, on arrive là. On arrive dans la meunerie. Ah ouais, donc le tuyau là qu'on a vu en dessous, mais il y en a plusieurs. Il y a 5 trémies et donc 5 tuyaux. Donc généralement on en remplit 2 avec du blé, une avec du grand épeautre et une avec de l'engrain. Je vais arrêter le moulin 2 minutes et une avec du sarrasin. J'ai oublié de sarrasin. Donc après on ouvre les vannes suivant ce qu'on veut faire. Voilà, il y a des vannes au bout des tuyaux. Ok. Et voilà, donc on ouvre suivant ce qu'on veut faire. Ah, et donc ta vanne, ah ouais, mais là on voit tous les grains dedans, putain, c'est une dinguerie. Ah ouais, et en fonction de ta farine, t'ouvres une vanne ou une autre. Ou voilà. Parce que là par exemple c'est quoi? C'est du sarrasin là. Là c'est du sarrasin, ok. Donc là tu fais farine de sarrasin. Voilà. Là c'est quoi? Du grand épeautre. Excellent. Là généralement je mets du blé aussi dans celle-ci, là une deuxième de blé, puis là il y a du petit épeautre. Okay. Et donc après ben, j'ouvre voilà, la vanne en question et ça tombe ici. Ben, c'est un moulin type astrier, donc meule en granit, une meule tournante, une meule dormante. Le grain est broyé. C'est-à-dire que c'est 2 pierres en gros. 2 pierres, une meule, voilà, une meule ronde qui tourne sur une meule carrée qui ne tourne pas. Ok. Derrière, le grain est écrasé, donc il passe dans la buterie. Donc là, dans le tamis, tout est tamisé. La farine tombe en dessous, il y a une petite vis sans fin qui l'amène après. Dingue. Alors, on va le faire tourner tout à l'heure, mais ouais. qui l'amène après dans les sacs. Et donc le son. Ah putain, mais ça se fait tout seul, j'avais même pas vu l'installation de fou. Donc le son, après, l'enveloppe du blé tombe ici. Donc là, c'est du bricolage maison pour le son. En fait, c'est une aspiration à copeaux de bois. Ouais. Et dès que ça touche le capteur, ça se met en route et ça l'amène dans un big bag qui est à l'extérieur. Mais non. Et le big bag, on le change toutes les 2 semaines à peu près. Là, la farine, elle chope un tuyau voilà, et boum, elle remplit elle remonte et des sacs directs. C'est une dinguerie. Et du coup, ça tourne toute la journée ou quoi? Bon, on le fait tourner, oui, quasiment toute la journée. Après, quand il termine à 5 h du matin, je viens pas spécialement remettre les sacs. Alors, soit il s'arrête quand il n'y a plus de grains, soit il s'arrête, donc on peut le faire tourner. Donc voilà, la buterie, ça tourne comme ça. Avec la vis sans fin en dessous. En fait, ils se remplissent un par un. Et quand les sacs sont remplis, ben, ça coupe le moulin. Voilà, donc c'est automatique. Quand les sacs sont remplis, ça se coupe tout seul. Voilà, tu vois le capteur que j'ai utilisé là, Ouais. ben, c'est ça. C'est la farine qui vient pousser le petit capteur et ça coupe. Mais tout. non. Voilà. Et là, ça les remplit un par un, parce que là, je vois, il y a ça les un sac remplit un par un. rempli. En gros, en fait, le débit du moulin, il peut écraser 15 kg de grains à l'heure. Ok. Ça peut paraître pas beaucoup, mais ça suffit. On transforme à peu près 40 tonnes de grains à l'année, tout confondu. Donc ça suffit largement. Donc là, en fait, les sacs, en 8-10 heures, ils sont remplis. D'accord. Voilà, les 4 sacs, ils sont remplis. Quasiment 100 kg de farine. Et après, une fois que tous ces sacs sont remplis, c'est Thomas qui les récupère et qui fait du pain. Voilà. Ok. Ou alors, on les vend à des magasins bio. Hop là, Ou à la des- petite promo. Ou à des particuliers. La ferme du bois du Treuil. Impeccable ça. En plus, t'as tout. T'as Ouais, blé ouais. ancien T65, en grain. En grain T80, comment ça c'est en grain? Mais c'est de la farine, c'est pas du grain. En grain, c'est le petit épeautre. Oh, petit épaule. Il a pas écouté. Putain, le nul. Épaute normale. On n'a pas vu de l'épaute normale. Non, parce que cette année, j'en ai pas fait parce que j'ai un stock largement suffisant pour Ok. tenir encore un an. Là- Ça se stocke bien. T'as le sarrasin pour faire les galettes, les crêpes, pardon. Et enfin, les blés anciens T65 en plus gros. Ok, génial. Et mes petites lentilles Allez, qu'on a marché dessus. Et du coup, si on s'est tout dit, tu me permets de rejoindre Thomas. A priori, il doit m'apprendre 2-3 trucs. Un peu. Trop bien, merci beaucoup.
Ah, je vous coupe dans la vidéo, excusez-moi. Juste pour vous donner une information importante. Le fournil que vous allez voir dans cette vidéo, depuis que je suis allé tourner là-bas, il a brûlé. Du coup, là, ils sont en pleine campagne de crowdfunding. Il reste plus que quelques jours pour participer et les aider à reconstruire ce fournil qui est absolument merveilleux. Donc, si vous pouvez le faire, le lien évidemment est dans la description. Je compte sur vous et passez une bonne suite de vidéos. Allez! Les amis, de retour dans la ferme du bois du Treuil avec Thomas qui est en train de faire du pain derrière moi. Et normalement, il va m'apprendre à faire du pain. On va voir si je suis bon. Comment tu m'as dit? Façonnage? Façonnage. J'ai dit que j'étais niveau 0. Ici, c'est la boulangerie ou pas? On dit la boulangerie ici ou pas? Le fournil. On est au fournil. Le labo. Ok. On commence par quoi? On va faire des petites boules 500 grammes de graines. Ok. Et pour ça, il faut pas que tu m'avais pas dit que je devais m'équiper ou quoi? Ah si. Ah. Tablier et casquette aussi. Ah voilà. Toujours un maximum de swag dans chacune de mes vidéos. Tac. C'est mon first day of Paydan Boulangerie. On dit Farmer Baker. Et une casquette. Une casquette, ça c'est la casquette. Corsica. Corsica. Hop. Là je suis équipé. Alors là qu'est-ce qu'on a? Parce que là je vois qu'il y a des moules. Ça c'est des bacs avec la pâte qui a passé plusieurs heures au frais, qui a été pétrie ce matin. Okay. En même temps que les cuissons, en alternance, donc je cuis les pains qui ont été façonnés la veille, je pétris dans les gros pétrins, je mets en bac, ça part en chambre froide pendant quelques heures, le temps de la pause du midi, pour que ça refroidisse un petit peu. Et ensuite, l'après-midi, une fois que tout est cuit et que tout est pétri, on façonne l'après-midi, c'est la deuxième partie de la journée. Oui, parce que alors, qu'on dise bien aux gens, toi ta journée elle a commencé à quelle heure ce matin? Alors là c'est un peu particulier parce que comme tu as vu, j'ai adapté ma journée pour que ça soit compatible avec les horaires de tout le monde. Ouais. Mais là je me suis levé à 3 heures pour commencer à 4 heures, mais pour être tranquille sur l'organisation, pour pouvoir faire le pain, savoir que je vais finir avant 17h, 18h pour être bien. Mais sinon en temps normal, on travaille 2 jours avec le fait de mettre les pains déjà façonnés en chambre froide toute la nuit. Ça permet de travailler de jour, donc de commencer à 7h le mercredi, 7h30 le jeudi et 8h le vendredi. Okay. Donc ça c'est plutôt confortable, c'est assez chouette. Et moi dans mon organisation d'habitude, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à prendre une grande pause le midi et revenir travailler ici plutôt tard, plutôt en fin de soirée. L'heure à laquelle tu t'es couché, moi d'habitude c'est l'heure à laquelle j'arrête. Et puis comme ça, hop, je redémarre derrière, c'est plutôt confortable. Donc, tout ça, ça passait la nuit. Et alors ouais, donc ce qui est marrant, c'est que là, tu as coupé en deux. Quand tu arrives, tu lances le four à bois normalement. C'est ça, le premier truc en arrivant, juste derrière, là. On allume le four à bois et on lance les pétrins en même temps. Exactement. Et une fois que le four il est chaud, on sort l'échelle qui sera remplie de pain de la veille. De la veille, c'est ça, ouais. Pour mettre directement au four en sortant direct de la chambre froide. Moi, dans ma tête, je me dis, ok, le boulanger, il arrive au travail à 3 heures, il fait sa pâte, il la fait cuire à 5, il la vend à 7. Mais en fait, pas forcément. Pas forcément. Nous, c'est une technique qu'on a adoptée parce qu'on préfère justement retirer ce côté horaire de nuit en fait, garder des horaires de jour, c'est plus agréable. Surtout nous, donc on est 2 associés, on t'en a parlé, et donc notre employé, on voulait lui proposer des horaires de jour, donc commencer le matin pas trop tôt. Et donc effectivement, nous on a adopté cette technique pour mettre au frais, pour que ça pousse lentement, pour améliorer aussi le goût du pain. Ah ouais, ok. Un peu sympa, ouais. Supprimer l'horaire de nuit et faire pousser tranquillement le pain. Ok, let's go. Donc là, on prépare les cuissons de demain. Exactement. Donc là, j'ai commencé par diviser. C'est ce qui sera cuit demain matin, normalement vers 8h, 9h. Donc là, j'ai déjà prédivisé 2 bacs en petits pâtons de 500 grammes. Donc pour faire 500 grammes de pain cuit, il nous faut 610. Ah, tu aurais voulu jouer au jeu. Essaie de me faire des devinettes. Moi, j'adore les devinettes. Ok. Donc, alors attends, si 500 grammes de pain cuit, ça fait 610 de pâte crue. Ouais. Pour 1 kg de pain cuit, il nous faut combien de pâte crue? 1220. Pas mal. Mais la bonne réponse c'était 1 kg 180 parce que en théorie c'est 20% en plus. Ouais. Mais effectivement plus on a une grosse quantité et moins ça perd d'eau, on peut baisser la quantité de poids. Donc 1 kg 180. Donc là, façonnage de petites boules, le grain c'est très tolérant, c'est très sympathique. Donc, moi c'est mon pain préféré en plus. Effectivement, Nawel nous fait une requête, il y a de la musique un peu gauloise dans ce fournil. Qu'est-ce qu'on écoute exactement quand tu travailles là? Là c'est du Corvus Corax, c'est le nom du groupe. Tu connais pas? C'est le nom du groupe, donc c'est du médiévalo moderne. Médiévalo moderne, du tradmed. Du tradmed médiévalo moderne, oui, exactement. Ouais, dans la veine de tout ce qui est les groupes connus de tradmed, quoi. Exactement. Alors, le façonnage. Attends, moi j'aimerais juste avant que tu m'expliques le façonnage, tu m'as dit que tu as fait ça hier soir pour préparer aujourd'hui, pour que ça lève pendant la nuit. Non, ça je l'ai fait ce matin. Ah, ce matin, pardon, oui, parce que vous faites pas… J'ai pétri ce matin. Donc dedans, il y a de la farine de quoi? Farine de blé, là on est sur le grain, donc c'est 100% farine de blé, graines de lin, graines de tournesol, de l'eau,
du sel et du levain. Donc c'est de la farine et de l'eau fermentée pour permettre de le faire pousser. C'est tout. 100% levain Et ton naturel. levain, c'est ton levain à toi? Le levain, c'est le levain de la ferme qui a été conservé depuis des années. On C'est pourra lui toujours le voir, même. on pourra lui parler, lui poser 2-3 questions. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, là, il est stocké au frigo parce qu'on est plutôt en fin de semaine. Enfin, demain, je vais pas pétrir d'autres pâtes. Donc là, j'ai tout mis au frais pour qu'il finisse la semaine et le début de semaine au frigo. Et donc, le lundi, il sera rafraîchi. Donc, on va rajouter le petit levain qui est au frigo. On va rajouter de l'eau et de la farine pour le refaire pousser. Et ce qui va permettre de faire le pain le mardi. Ok. Donc là, on va partir sur Ça, c'est une passe que tu viens de me des faire là boules. Oui, c'est une Ouais. passe, Ok. exactement. Alors, les mains du boulanger, Ah. pour certains, c'est un peu de la magie. Ok. Moi, je trouve que c'est juste un coup de main à prendre. Il faut se mettre un peu de farine sur les Là, mains. je peux prendre une celle-ci Ouais. Tu peux y aller pour bien te fariner les doigts pour pas que ça colle trop. Ok. Parce qu'il y en a pour certains où ça fait vraiment, ils comprennent pas comment ça peut coller autant. Ok, à ce point-là. Ouais. Donc, le geste, je vais te le montrer une fois en vitesse réelle. Ok. Ensuite, je vais te le décortiquer Ok. pour tenter que tu puisses le reproduire. Ok, ça a l'air très compliqué déjà. Quand tu me le dis comme ça, j'ai Non, pas l'impression. du tout, pas du tout. Vitesse réelle, ça fait ça. Tu ramènes vers le milieu. Une fois que c'est ramené sur le milieu, tu rabats vers le haut. Et ensuite, avec tes doigts, tu viens pousser à l'intérieur pour façonner une petite boule. C'est magnifique. Donc tu vois, là, j'ai attendu trop longtemps, donc ça commençait à coller. C'est ça, en fait, le principe, c'est qu'il faut aller vite pour pas que trop que ça colle. Donc je recommence à une vitesse réelle pour te montrer l'objectif. Le but, c'est de tendre la peau de la pâte pour qu'elle soit le plus tendue possible, comme une petite peau de tambour. Ok. Prêt à sonner. On reste toujours dans le champ lexical de la musique Exactement. trad-med. Exactement. Donc là, je vais te décomposer ça tout lentement. Tu vas prendre chaque... Attends, t'es allé trop vite, Je prends chaque. Alors, ma main droite, T'es elle droitier part là, ouais. Elle vient là. Ouais. Là, je peux mettre ma main là, Ouais, et tu ramènes au milieu. T'appuies un petit peu légèrement je fais pour comme ça. appuyer. Hop, tac. Voilà, parfait. Hop, comme ça, comme ça. Et donc là, si tu... comme ça. Voilà, parfait. Faut Et que là, c'est t'essayes là que de ça part en tourner. cacahuète. Voilà, essaye de tourner un petit peu. Tu peux tourner le bâton sur lui-même. Voilà. Et là, une fois que c'est comme ça, je continue, je fais quoi? Alors, une fois que c'est comme ça, Là, tu déjà, vas est-ce que c'est pas bien? là, tu peux Il faudrait que ça aille tendre plus. un peu plus, la travailler un peu plus. Je dois travailler un peu plus. Tu peux la façonner un peu plus. Je la façonne un peu plus. Voilà. Voilà. Attends. Voilà. Parfait. Une fois que tu as ça, tu vas ramener ça vers le bas. Comme ça? Ouais, exactement. Et donc là, tu vois ta couture qui est à ce niveau-là. Qui est derrière. Là qui est en dessous. Ouais, voilà. Cette couture qui est en dessous, tu vas plutôt la prendre sur le côté. Et avec tes doigts à l'intérieur, au bout de tes doigts, tu vas essayer de ramener sur le milieu tout en effectuant une petite rotation pour faire tourner le pain. En gardant comme ça? C'est pas mal, c'est pas mal. Il faudrait que tu essayes de ramener un petit peu à l'intérieur en utilisant le bout de tes doigts de cette façon un peu. Tac, tac, tac. Mais alors, je comprends pas trop l'intérêt de mon machin. Je crois que tu as oublié de faire tac, tac, tac. Ah, pardon, merci, c'est peut-être pas. C'est pas Tac, mal, c'est pas tac, mal. tac, tac. Allez, ça tourne un peu partout. Tac, tac. Regarde. En vrai. C'est Pour une première, en vrai. Pour une première, ça va, c'est pas mal. Ça va seulement, C'est pas d'accord. mal. Sache que je vais faire beaucoup mieux qu'un ça va. Bah ouais, Je ne j'en suis partirai pas convaincu. d'ici avant que tu me J'en dises c'est suis très bien. convaincu. Ah bah ok. Ah, par contre, le problème, c'est que regarde, ça colle en dessous. Ça colle en dessous. Donc là, tu peux utiliser le petit coup de patte Putain, pour merde. couper dessous et tu vas pouvoir le mettre dans le petit bâton qui est juste derrière toi. Ah, non, ça colle à ma main, ça colle. J'ai tout Oui. foutu en l'air. Et voilà, Toi, là, j'ai fait de la merde. Tu vois, tu la J'ai gardes dans merdé. tes mains J'ai merdé. et là, ça colle. Et alors, comment on fait du coup? Est-ce que je la remets dans la farine? Tu peux. On n'est pas une boule pour. Ah non, mais là, ça colle de trop. La notion de rapidité est ultra importante. Ah, c'est ça. Ouais, dans le sens où moins tu gardes le contact avec la pâte et mieux c'est. En fait, il faut aller très très vite. Est-ce que là, du coup, vu que j'ai les mains sales, je suis foutu, faut que je me lave ou je peux recommencer? Non, tu vas pouvoir gagner un petit boost en remettant de la farine dessus. Sur mes mains? Ouais, sur tes mains, mets un maximum de farine sur tes mains et tu vas voir cette petite croûte, elle va moins coller que tes mains sans rien. Donc, ça peut être utile. Au bout Donc d'un là- moment, là, normalement, je peux y arriver. des mains de boulanger, après plusieurs heures de façonnage, elles sont recouvertes en fait d'une petite couche de farine D'accord. et de pâte. Donc, Et est-ce que ça là, je colle dois plus du recommencer tout le Là, tu mouvement? peux recommencer. Donc, je fais ça sera tac, pas trop. Ouais, c'est pas mal. Tac, Ouais. tac. Et est-ce que ça sera toujours mangeable après ou est-ce qu'elle risque d'être trop dure ou est-ce que ça risque d'altérer la qualité de la boule de trop le faire? Non, parce que la pâte se détendra de toute façon. Si on loupe un pâton, s'il est vraiment trop affreux, c'est vraiment une catastrophe, hop, on le met de côté, on le laisse Attends, tranquille. moi, Il va reposer, il va s'étaler un peu, il va se détendre, la pâte va se détendre, et on va pouvoir la reprendre et refaçonner avec. Mais attends, moi, je comprends pas, c'est ton truc là, comme ça. Là. Parce Le- que moi, ma le boule, elle son. tourne. Ouais, elle tourne. L'idée, c'est de tendre un petit peu cette partie-là.
Ah, Voilà. d'accord, ok. Si tu veux, il y a une technique avec la pâte, on peut la faire. Parce que ça, c'est une façon de façonner. Il faut savoir qu'il y a autant de façons de façonner que de boulanger. Bien sûr, un façonneur Moi, je sachant façonner façonne de temps en temps et d'autrement de Voilà. temps à autre également. Exactement. Donc, la partie la plus importante, j'ai envie de te dire, c'est de ramener au début, au milieu. Ça, c'est à peu près commun à tout le monde. Mais regarde, là on est sur un truc. Elle va coller à mes doigts. Vite, est-ce que je peux en faire quelque chose? Vas-y, tu la poses dans un bâton. Ah non, 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 ça a recollé. C'est trop dommage. Qu'est-ce qu'on fait là? Décolle tes doigts. Ouais, oui, c'est parfait, ça C'est vrai? sortira. Ça sortira quand même? Ça sortira quand même. Ça sera un petit peu plate, ça sortira. On dira que c'est moi. Alors, tiens, nouvelle passe. Nouvelle passe. Allez là, attention. J'ai compris. Je façonne, et dès que tu me dis que c'est ok, boum, je perds pas de temps, je la balance là-bas dedans. Exactement. Ok. Il y a un petit peu de rapidité à avoir. Allez, alors donc, hop au milieu, hop au milieu, C'est hop parfait. au milieu. Et là, je sens que je fais un truc pas mal, non? C'est pas mal. Il faut que tu sois un peu plus ferme avec la pâte. Ah, pâte gentille. Faut y aller. Tu veux, pas tu mal, peux là. utiliser. C'est pas mal. Tu peux Franchement. utiliser ça pour prendre et poser dans le pâton si tu préfères. Hop là. Magnifique. Bah alors, magnifique, je trouve que t'es gentil, parce que Magnifique. si on regarde, moi je suis quand même vachement moins bombé que toi. Hein. C'est un peu moins bombé, mais on voit qu'il y a quand même quelque chose. On voit que c'est un petit peu tendu. Il y a un début de quelque chose. Il y a un début de quelque chose, ok. Il y a un début de quelque chose. Vas-y, vas-y. Regarde mon début de quelque chose. Tu peux ramener aussi au milieu et tu peux la prendre directement en main. Donc tu vois, tu as la couture qui est à l'intérieur et tu viens pincer avec tes deux paumes comme ça. Un quart de tour, tu décales, un quart de tour. Ah, tu ça, je pense repinces. que je peux faire beaucoup plus facilement Ça, ça. tu peux faire plus facilement. Ah ouais. Moi, je le fais d'habitude sur des petites quantités, mais c'est un peu moins rapide que... Oh ouais, là, il Comme ça. est bien gonflé. Alors vas-y, vas-y, attends. Tu me fais une passe? Je te fais une passe. Hop, on me fait une passe. Hop, un peu de farine sur mes petites mimines. Là, je mets au milieu, 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 je remets au milieu. Tac, je retourne. Ouais. Là, tac, 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 Tends, tac, tac, voilà. tac, je tends. Je sens que je tends. Là, je le sens. Ouais, il faut Tac. vraiment que tu tires dessus hein, et que tu pinces. Voilà, il faut que Ok, tu crées ok. une tension. Voilà, Ok, là, ok, le ok. geste est bien. Là, voilà. Ok, là, je sens la différence là. Voilà. Par contre, là, je Tu sens aussi tends que la ça, peau. va coller à ma main. Vite, j'enlève. Hop. Là, j'ai une boule là. Là, C'est ça pas ressemble mal. à quelque chose là. Là, ça ressemble carrément à quelque chose. Allez hop, c'est mon mieux réussi là. On voit qu'il est bombé par rapport aux Ouais. autres. C'est mes deux premiers là. Et celui-là, il est bombé quoi par rapport aux autres. Alors, maintenant, tu n'as plus que deux opportunités pour t'améliorer. Parce que malheureusement, il y a une petite pâte qu'il faut façonner un peu différemment. Ah. Il faut la façonner en bâtard, qui est une technique un peu plus facile. J'aurais Bah, une technique bien de bâtard, aimé. évidemment. Exactement, j'aurais bien voulu commencer par ça, ça aurait été Ah. plus pratique. Mais la petite boule, c'est quand même plus intéressant. mignon. Là, on ramène sur le milieu. Attends, mais alors du coup, je vous fais la boule ou tu montres la technique de Non, bâtard? non, non, tu vas faire que la boule, toi, aujourd'hui. Là, je fais la technique de bâtard juste pour te montrer comment on fait. Et hop, on a un petit bâtard. Mais ça a l'air pas mal le petit bâtard là. Ah oui, c'est ultra simple. Tu aurais commencé et tu aurais tout de suite réussi, c'est sûr. Ah ouais, là, boum. Tac. Et Moule ça de part dans bâtard un du moule. coup. Ouais. Putain, excellent. Du coup, je refais une boule, mais t'as plus de Ouais. panier à boules. J'ai plus de petits bannetons à boules. Hop, On appelle ça un banneton? un banneton. Un banneton. Un banneton. C'est le mot traditionnel? C'est le mot, oui. C'est le mot du boulanger, ouais. Ok. Tac. Et donc à l'intérieur, donc c'est juste un bol avec une petite couche et on met du petit son à l'intérieur. Donc ça, c'est du son Ce sont les tamisé. résidus de la farine. Exactement. On D'accord. va réutiliser pour enfourner et pour mettre sur la petite couche des bannetons pour que ça colle pas trop à la couche. Ok. Combien il nous en reste? Il nous en reste que Cinq. 2. Ah, Alors ça, c'est des gros. ok. Ah, ça c'est. on va Ah, là, il y a finir- du 1 kg là. On va finir sur des 1 kg. Oh putain, ça on sera va un pas challenge rigolo. supplémentaire. Ok, vas-y, let's go. Donc, je refais ma petite boule de Ouais. dab. Ouais, ouais. Donc, ouais. je mets au milieu, je mets au milieu, je mets au C'est milieu. Elle est belle ou pas? Ah bah là, ça fonctionne. Ça peut partir au four. Là, ça part au four. Hop là. Tac. Alors, t'en as encore une là? Hop, attention les copains, je me farine les Tiens, je mains. voulais te demander, le fait qu'il y en ait là des plus gros, c'est parce que tu avais des commandes? Effectivement, nous, on travaille essentiellement sur commande. Et donc là, on sait exactement le nombre de pains à l'avance qu'on doit faire. On sait qu'on a 15 petites graines 500 à faire et 10 boules d'1 kilo.
Donc pas de place à l'erreur alors. Pas de place à l'erreur. Pratiquement tout est sur commande. Il n'y a que le marché le samedi matin où on ne sait pas encore exactement à qui on va le vendre, donc on a un peu de notion du rab. Mais effectivement, tout le reste, c'est que sur commande. Une erreur d'enfournement, une erreur de désenfournement. Excusez-moi, je vous coupe parce que je crois que c'est ma plus belle boule. Bah là, on est vraiment bien. Il est comment ton apprenti là? Ah bah il est, il est content. T'es content? L'apprenti est content. Ah bon, bah parfait. Mais ce qu'il faut, c'est que le maître soit content. C'est pas mal, c'est pas mal. Il faut juste tendre un peu plus. Tu vas voir comment on appelle ça. Il n'est pas encore content, ça m'énerve. Les boules 1 kg vont servir de leçon. Parce que là, ça fonctionne. Les boules 1 kg, on va voir si ça fonctionne. Et là, est-ce que je peux la reprendre là, pour c'est qu'elle bien. soit mieux tendue? Non, c'est très bien. Si tu peux l'envoyer. Oui. Allez, ça part en prod. Hop. Tac. Donc, il nous en reste 3 1 kg. Donc ça, c'est exactement la même chose, sauf que bah, c'est plus gros. Voilà. Alors, tiens, boum. Je te montre. Ah, c'est Parce que le problème des 1 kg, c'est Ouais. qu'il y a une notion de vitesse qui rentre en jeu. Oh putain. Pour avoir quelque chose de vraiment bien tendu, Donnez-moi. il faut la aller farine. vite. Donc, comme d'habitude, on ramène au milieu. Ça, le fait de ramener au milieu, c'est pratiquement 70-80% du travail qui est fait. Hein. Et ensuite, on va juste clôturer. Tu vois à quel point je serre la couture? Et hop, je vais continuer. Et donc là, vers la fin, je vais être obligé d'accélérer un petit peu pour, Putain, pour lui donner une forme. Ah ouais, non, là c'est beau. Là j'ai vraiment vu à quel point je galérais. J'avais oublié, vu que c'est moi qui l'ai fait depuis Oui, tout à l'heure. bah oui. Là, de te voir faire, j'ai dit en fait, Bah ouais, oui. je suis un gros galérien. C'est normal. Oui, ça, c'est le normal, coup de je ne main. suis pas artisan, c'est des heures de travail, évidemment. Comme tout métier d'artisan, effectivement, il faut Faut faire des façonner. Oui, il faut façonner pour apprendre à façonner. Ça, c'est... Donc, au début, ça commence pareil. Je mets au milieu, je mets au milieu, je mets au milieu. Mais il faut que j'aille plus vite, putain, il faut que j'aille vite, 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 Bien. il faut que j'aille vite, il faut que j'aille vite. Ok, et là, j'ai vu, tu as fait comme ça. Et Ouais, là, parfait. Et là, il faut pincer. Tu peux pincer un peu vers le bas, bien fermer la couture. ouais, je ferme bien la couture. Tu commences à avoir une technique là, oh. C'est la mienne, c'est la mienne. Je sais pas si elle est bonne, mais patron. Attends, là, j'ai envie de faire un truc comme ça. Là. Pas mal, c'est pas mal. C'est En pas vrai, mal. en vrai. Il faut qu'elle bouge. Franchement, c'est bien. Franchement, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez, Je te vite, conseille vite dans le d'utiliser des bâton. petits trucs. Hop, dans le bâton. C'est franchement bien. Hop. Hop! Et on n'est pas, Alors capable de savoir qui a fait quoi. Si, t'es Non. beaucoup trop sympa. T'es beaucoup trop sympa. Regarde, ça se voit dans vraiment. celui-là, ce petit bâton, il va être flatteur pour toi parce que hop, Allez, ça va tenir gonfler, bien ça va comme il monter. faut. Ouais. Non mais, je trouve que bon, c'est Non, pas non. trop mal. Et franchement, ouais, c'est une première fois. Ouais, c'est la première fois. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Bon, il faut continuer, bien sûr. Ouais, alors on y va. Alors attends, il faut que tu me le ramènes proche là. Attends, je peux essayer de me le ramener? Ah, bien sûr. Comment tu fais? T'as fait comme ça, après Ça, c'est au cas où si ça colle. Normalement, ça colle pas. Ok. C'est toujours pareil. Normalement, si ça va vite, on peut enchaîner, c'est plutôt confortable. Hop, je mets un max de farine sur mes petites manos. Allez, hop, on y va vite, on y va vite. Et là, Là, on est très bien. hop. Alors, Magnifique, Eh, dis donc, magnifique. incroyable. Ça, parfait. Hein. Demain, ça sort parfaitement. c'est vrai? Ouais. Je suis trop content. En vrai. Pour une première fois, c'est très bien. Ok, trop cool. Et alors, juste la petite question que je voulais te poser, c'est le son. À part le donner à manger aux chevaux et le mettre dans le fond du truc, là, on s'en sert pourquoi? Les cochons, les vaches, on a un producteur laitier qui les donnait aussi à des vaches. Il n'y a pas de transfo pour l'homme. Non, on a des idées pour le futur qui pourraient être sympas. Ça serait revaloriser en faisant un élevage de vers de farine, par exemple. Ah ouais. Larve de ténébrion, ça peut s'élever sur du son. Et effectivement, après, ça fait de la protéine pure, protéine d'insectes, farine d'insectes, qui peut être utilisée dans les croquettes. Moi, je pensais plutôt tourner vers la pisciculture. Ok. En Charente-Maritime, on est le département où on a le plus de production de caviar, d'esturgeon. Ah Donc, ouais. il y a peut-être une filière bio à apprendre et effectivement, élevage d'insectes, ça peut être un truc à prendre. Et moi, les amis, sinon, moi, je mets du son d'avoine souvent dans mes pancakes parce que je trouve que ça cale. Ah oui, ça rajoute un petit goût sucré aussi. Et est-ce que Trop tous cool. les boulangers tapissent leur bâton avec du son d'avoine ou du son Du de blé? son, alors là, c'est du son en grain. Non, pas forcément. Non. Nous, on fait comme ça parce qu'on réutilise un déchet qu'on produit sur la ferme, en fait. Trop On bien. le revalorise de cette façon. Et là, le bâton, là, c'est juste pour attendre jusqu'à demain. Ouais, voilà. Ça va rester au frais là-dedans toute la nuit. Ça va sortir de ma main, puis mis sur la pelle, et ça va partir au four. Mais Voilà. attends, quand tu vas la sortir de ta main, tu vas faire comment? Alors, je mets un petit peu de farine dessus pour qu'il y ait un côté un petit peu esthétique d'avoir de la farine. Et ensuite, je vide le bâton dans ma main et je vais poser sur la pelle le bâton. Attends, mais juste que je comprenne cette histoire. C'est-à-dire Oui. que là, tu mets de la farine dessus, admettons, tu fais comme ça. Oui. Et après, tu remets sur ton truc en bois, donc ça redevient à l'endroit.
Ça redevient exactement. le dessus Oui, en t'enfourne. en fonction de comment on met la couture. Là, on a mis la couture vers le bas. Ouais. Donc la partie où on a resserré dessus, Ouais. elle est mise en bas. Donc j'ai oublié le terme qui qualifie le fait de mettre le pain de cette façon-là. Et si on le met à l'envers, donc la couture vers le haut, et donc le haut vers le bas, c'est tourne à clair. Ok. Et donc ça se fait soit sur des pains traditionnels, puisqu'on veut que ça pète d'une certaine façon, ou par exemple moi quand je les mets dans des couches pour faire des michauds par exemple. Un michaud, par contre, faut que tu nous dises ce que c'est. Le bâtard, mais en version 1 kg. On appelle D'accord. ça un michaud. Mais je peux vous en montrer un. Donc ça, c'est un michaud, par exemple. Ça, c'est un campagne d'1 kilo. Et donc là, on voit, j'ai mis la couture vers le haut, parce que là, la farine qu'il y a dessus, elle a passé toute la nuit au frais, et donc elle a une petite consistance un petit peu granuleuse. Alors que si on prend un pain qui a été fariné juste avant d'être mis au four, on est plus sur une farine classique, entre guillemets, quoi. Mais attends, et là, la couture, elle est vers le haut? Non, elle est vers le bas, et donc je retourne et je mets dans le Mais dans qu'on le la four voit comme plus ça. du tout, la couture. Non. Ah Et ensuite, c'est un petit coup de green qu'on va mettre pour donner un visuel et qualifier les pains. D'accord. Le petit coup de couteau qu'on met sur le pain, c'est juste C'est pour ça. savoir ce que c'est comme pain. Et c'est la signature du boulanger. Ah, c'est la signature du boulanger, carrément. Ouais. Ah, d'accord. Pour déterminer, à la belle époque, c'était pour déterminer de quelle boulangerie provenait le pain. Mais non. Et donc après, bon, bien sûr, en CAP, on apprend certains noms de grignes très populaires, enfin les classiques, quoi. Ah ouais. Il y a des pains régionaux qui ont une grigne particulière, qui sont façonnés d'une D'accord. certaine façon et qui sont grignés d'une certaine façon. Grigne. Grigne, le fait de grigner, c'est prendre un petit coup de scalpel, un petit coup de lame pour signer le pain. Je crois que ça s'appelle une grignette, l'objet. Et donc effectivement, c'est ce qui fait sur les baguettes, c'est les petits coups de lame tout le long. Et nous, ça permet de déterminer quel type de pain, si c'est un pain de campagne, un pain d'épeautre, un pain complet, un pain en graines, ça ne sera pas la même grille. D'accord. Et Ça, c'est après, super intéressant, ça. Tu le savais, toi? Non. c'est en interne à nous, les différentes grignes. Je sais que moi, personnellement, par exemple, comme là, ça fait 3-4 mois où je suis vraiment à temps plein là-dessus, il y a juste le pain de campagne, je m'amuse à le grigner d'une certaine façon, parce que moi, je préfère de cette façon-là. Mais je sais que Jenny, elle fait un carré, enfin, elle fait le truc classique d'ici, quoi. Parce que ça veut dire quoi, pain de campagne? Alors, pain de campagne, normalement, c'est un pain avec de la farine de blé et de la farine de seigle. Je crois que c'est le terme canon, traditionnel de la boulangerie conventionnelle. Mais en fait, sous la dénomination pain de campagne, on peut mettre tout et n'importe quoi, il n'y a aucune règle. Par exemple, ici, ça a toujours été appelé un pain de campagne, alors que c'était 100% blé. Mais c'était un pain qui a été fait à la campagne. Ok. Nous, il y a maintenant 2 ans, je crois, il manquait un petit quelque chose, donc on a mis 15% de seigle à l'intérieur pour en améliorer le goût, parce que le seigle, ça va apporter pas mal d'arômes corsés. Et donc, effectivement, ça a amélioré le goût du pain. Et donc là, bah, pour le coup, on avait la terminaison pain de campagne qui était classique, quoi. Ok, trop cool. Bah, merci beaucoup, Thomas. Et ben au plaisir. Les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc déjà, merci beaucoup Thomas, merci beaucoup Julien de nous avoir accueillis à la ferme du Bois du Treuil. On a passé un très bon moment avec vous. Et comme vous le savez, surtout Julien, parce que tu me l'as dit, Thomas, je ne sais pas si c'est ton cas, à la fin de chaque vidéo, j'aime bien poser 2 questions. Et Julien les connaît par cœur. Quelles sont-elles ces questions, Julien? Alors, je les connais pas par cœur. Si vous voulez rajouter un truc, on n'en a pas parlé. Moi, c'était juste en fait le fait d'avoir Jean-Marie qui a prévu en fait de transmettre sa ferme, vraiment prévu de transmettre la ferme. Il voulait des jeunes qui s'installent. Donc il a fait en sorte que la ferme ne coûte pas cher. Et je pense que c'est ça qu'il faut s'inspirer pour tous les agriculteurs qui vont repartir à la retraite bientôt, parce qu'il y a quand même un tiers des agriculteurs qui partent à la retraite d'ici quelques années. C'est vrai que c'est dur de ne pas prendre le billet du million, mais il faut penser à la nouvelle génération, et si on veut un renouvellement agricole, des fois, ben voilà, faut arriver à faire des sacrifices. Je sais que c'est dur, mais moi personnellement, c'est aussi ce que j'ai envie de faire avec cette ferme, de continuer à la transmettre, continuer à ce qu'elle reste pas très chère. Le but, de toute façon, généralement, quand on s'installe dans l'agricole, c'est pas de faire des gros sous, hein. D'en vivre, déjà, c'est très bien. Et puis après, si ça s'arrête là, c'est déjà parfait, quoi. Trop bien. Il me semble que Thomas, tu voulais parler de quelque chose ou plutôt de quelqu'un. Et ben après 3 mois de boulange intensive, je veux dire que Eugénie, t'es une guerrière. Voilà. Et donc du coup, la dernière question, c'est auriez-vous un conseil à donner à quelqu'un qui aimerait
se lancer dans le monde agricole? Faire avec les aides déjà. On a le droit aux aides de l'État, alors faut en profiter, hein, ça fait quand même un bon billet. On est bien accompagné, moi je me suis installé avec la chambre d'agriculture. Il faut aller vers ces institutions, c'est fait pour. C'est là que j'ai trouvé d'ailleurs l'annonce de toute façon et je me suis senti bien accompagné. Si on reprend une ferme et comme j'ai fait par exemple avec un stage parrainage d'1 an, ça permet de s'imprégner de la ferme, de ne pas reprendre tout de suite. Et pendant ce stage parrainage, on est quand même rémunéré. Ça permet voilà, de voir aussi si c'est ce qu'on veut finalement, parce qu'on peut déjà s'installer et après se dire bah mince, non, c'est une passion l'agricole, donc si on fait ce qu'on aime, de toute façon, ça roule après. Ça roule si on se rémunère. Ouais. Forcément, le moral est moins bon si on se paye que 500 € par mois, voire moins. Essayer de viabiliser les fermes alors avec de la transfo un maximum. Par exemple pour la bière, on m'a dit toujours oui mais au bout d'un moment ça sature. Oui mais si tout le monde arrête d'acheter de la Heineken et de la Kronenbourg, le marché il est énorme. Bref, voilà, hein. C'est vrai. Thomas? Le partage, le réseau, c'est d'aller rencontrer des paysans qui sont installés, qui ont des projets, de tenter des choses, vraiment de partager, parce que des petites choses toutes bêtes auxquelles on ne pense pas, parce qu'on est en train de s'installer, on est dans quelque chose, on sait faire que comme ça, et on n'a pas cette idée, se penser à côté de la boîte. Il faut aller voir ce que font les autres. Tout le temps, que ce soit avant l'installation, pendant et même après, surtout après, parce qu'il y a toujours à apprendre des autres. Et d'ores et déjà, vous pourrez regarder plein de modèles de ferme sur cette chaîne YouTube. Bah, les amis, merci beaucoup. Au plaisir. C'était un plaisir partagé. Donc on peut dire au revoir aux gens de YouTube, ils sont là-bas. Salut. Salut. À très vite pour une prochaine vidéo.